Salut, c'est Quentin et vous écoutez Rust and Dust, le podcast qui vous fait découvrir les recoins obscurs de la pop culture. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Djoubry, cofondateur de Point and Think et auteur pour Sick Magazine, C'est plus que de la SF et aux éditions Feur d'édition. Salut Julien, tu vas bien ? Bah ça va bien, et toi ? Merci beaucoup de m'inviter ici. J'aime beaucoup l'émission. En plus, donc c'est un régal de pouvoir parler avec toi et de pouvoir parler d'Oak Street, même si on en parlera. J'ai quelques réserves malheureusement sur le film, mais le réalisateur est bien. J'aime beaucoup le monsieur. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir pour la première fois ici. Donc, on avait déjà eu la chance d'échanger ensemble pour Le Coin Pop il y a déjà quelques temps. Et tu étais en début d'année une des premières personnes à qui j'avais envoyé un message avec le compte Rust and Dust. Donc, merci beaucoup. On se retrouve pour vous parler d'un film qu'on attendait forcément énormément tous les deux. Je t'ai proposé cet épisode avant même d'avoir vu le film. On est tous les deux de gros fans du réalisateur David Robert Mitchell, réalisateur qu'on n'avait malheureusement pas revu depuis déjà 8 ans maintenant, après l'échec injuste de l'excellent film Under the Silver Lake, je trouve. Et je pense l'avoir déjà dit ici, mais son film It Follows étant un de mes films préférés de tous les temps. Autant vous dire que j'attendais The End of Oak Street comme le grand retour du metteur en scène, car oui, on va vous parler de The End of Oak Street, également appelé La fin d'Oak Street en version française. Donc film sorti en France mercredi 12 août 2026. Je tenais à préciser que je t'avais invité avant d'avoir vu le film, parce que je vais l'annoncer dès maintenant et tu l'as déjà un peu dit, mais ça m'embête beaucoup, mais on n'a globalement pas trop aimé le film malheureusement. Ça m'embête d'autant plus personnellement car j'avais déjà dit un peu de mal du film du précédent épisode sur Evil Dead Burn et je voulais éviter de trop faire ça avec ce podcast, mais on reviendra vite avec des choses qu'on a aimées, c'est promis. Dont le film Undertone, lui aussi en salle ce mercredi 12 août en France. Donc je conseillerais peut-être plutôt personnellement Undertone à Oak Street, mais bon bref. La déception étant d'autant plus grande qu'au-delà de retrouver notre David Robert Mitchell chéri derrière la caméra, l'idée du film sur le papier est excellente. Si vous nous écoutez, vous devez sûrement déjà savoir de quoi parle le film, mais est-ce que tu veux pitcher brièvement peut-être le film, Julien, s'il te plaît, au cas où ? Sinon, je le fais. Non, bien sûr. En plus, il est assez facile à pitcher, entre guillemets. Surtout qu'ils avaient partagé pas mal de choses avec les bandes annonces. Mais l'histoire se passe en 1982. Ça, on l'apprendra assez vite dans le film. C'est situé dans le temps, dans une banlieue américaine. Et ça commence un petit peu sur une fête de quartier. Et on voit rapidement qu'il y a une famille qui est mise en avant, où les parents sont incarnés par Ewan McGregor et Anne Hathaway, où ça va pas fort. On sent que le divorce est pas loin, mais qu'ils arrivent pas à en parler. Un petit peu le cliché des films Amblin, on en parlera tout à l'heure. Et très rapidement, leur quartier se retrouve téléporté à une époque de la préhistoire. Je suis un peu nul en paléontologie, donc on va dire ça. Il y a 60 millions d'années. Et du coup, les dinosaures arrivent. Et c'est un film un peu de survie après, ensuite, du coup, de comment survivre face aux dinosaures et que faire. C'est ça. Je pense que ça suffit. En résumé, le reste, on pourra en parler après, mais le pitch est ça, en fait. Les dinosaures arrivent dans une banlieue américaine. Ouais, exactement. Anne Hathaway plus Ewan McGregor plus des dinosaures sortis en mode blockbuster d'été dans les années 80, produit par Bad Robots, donc la boîte de J.J. Abrams. Déjà, ça voulait dire grosse vibe Amblin, comme tu le précises, mais ça voulait surtout dire gros changement de registre pour le réal, qui passe d'un budget de plus ou moins 8 millions de dollars pour Under the Silver Lake à 80 millions ici. Et vu qu'on est ici, enfin, entre guillemets, sur une idée originale, et non sur de la franchise, on pouvait espérer et s'attendre à un vrai bon blockbuster d'auteur. Mais malheureusement, c'est pas le cas, et ça me semble être pas trop mal comme introduction. Comme d'habitude, de toute façon, avec ce podcast, on reviendra sur le film d'abord sans spoilers, puis on passera en partie full spoilers qu'on annoncera. Vous pourrez retrouver les différents timecodes dans la description de toute façon. Alors j'ai pas vraiment de fil conducteur, on va de toute façon discuter ensemble, mais avant de parler du film en lui-même, je te propose peut-être de revenir un peu sur tu mentionnais la communication, le marketing, sur un peu avant la sortie du film, si tu veux bien. Je sais pas si tu avais suivi ça toi dès le départ aussi, mais à la base le projet avait été annoncé par Bad Robots sous le nom Flowervale Lane.
Ce qui tout de suite a rudement excité les fans de l'univers de Cloverfield, donc trilogie de films également de Bad Robots, que j'aime tout particulièrement. Alors surtout le premier, mais les deux autres aussi. Et je l'annonce ici, moi aussi partie de cette sphère de gens qui passent un peu trop de temps sur Reddit à échanger, à théoriser sur cette trilogie qui, à mon avis, est juste morte et enterrée. Et on continue de rêvasser à l'idée de chaque projet du genre qui est annoncé. Et du coup, ça faisait quelque temps que beaucoup de gens, moi y compris, pensions que ce film faisait partie de l'univers de Cloverfield. Alors, on a compris il y a quand même quelques mois que c'était pas le cas. Mais jusqu'à il y a encore pas très longtemps, ça aurait pu être un film Cloverfield. Il y avait pas mal d'indices qui allaient dans ce sens-là. Je vais me permettre de les énumérer rapidement ici si tu veux bien. Alors déjà le nom Flower Vale Lane, donc Flower par rapport à Clover, donc Clover c'est le trèfle. Donc là, la fleur, bon, pourquoi pas. Lane, qui rappelle forcément le deuxième film de la trilogie, 10 Cloverfield Lane. Dans le film, le troisième film de la trilogie, Cloverfield Paradox, il est mention à un moment d'un quartier qui disparaît entièrement lorsqu'on voit un des personnages qui scrolle sur les réseaux sociaux sur son téléphone. C'est vrai. Bon, alors il y avait cette problématique de droit parce que, sauf erreur de ma part, les droits appartiennent toujours à Paramount de Cloverfield, là où ici on a un film Warner, même si on sait que dans un futur très proche, Warner et Paramount ne feront plus qu'un. À l'époque du développement de ce projet, c'était pas le cas. Donc je pense qu'en termes de droit, il y avait ce Twitter qui coinçait. Mais le gros truc, c'était surtout une fois que le nom est passé de Flower Vale Lane à Oak Street. Oak Street, c'est le vrai nom d'une rue à Santa Monica qui mène cette rue directement sur le Clover Park, juste à côté des studios de Bad Robots. Juste à côté du Cloverfield Boulevard. Et on sait que Abrams et Bad Robots sont connus pour nommer leurs projets d'après des endroits, des rues, des voies de Santa Monica. Donc tout portait à croire que voilà, comme par hasard, la fin d'Oak Street, c'est vraiment le Clover Park à Santa Monica. Donc juste à côté des studios de Bad Robots. Et enfin, le dernier indice qui aurait pu mener sur cette voie-là, c'est que ici, la famille que tu mentionnais sur le pitch, c'est la famille Platt, P-L-A-2-T. Et le caméraman du premier film, donc le personnage de Hud, Paul Comic Relief du premier, et qui s'appelle Hudson Platt, et c'est exactement le même orthographe. Donc dans le lore de Cloverfield, lui est né en 1987. Mais ça aurait pu être un descendant ou quoi ou qu'est-ce, ou voilà. Et puis même l'idée de base, de toute façon, le pitch du film qu'on a vu à l'époque, c'était très très Cloverfield compatible dans l'idée. Après, je sais pas du tout si toi aussi tu avais suivi toutes ces théories fumeuses ou non de ton côté, mais moi ça m'emballait beaucoup sur ce principe-là déjà. Pas à ce point. En tout cas, je fais des rapprochements géniaux. Ouais, désolé. Non, c'est trop génial. Le theory crafting, c'est la vie. Non, j'étais resté plus sur le côté surface parce que t'énonçais au début, en fait, le casting, ne serait-ce que ça, de personnages, de Bad Robots qui est pas loin, parce qu'on se disait en off, le compositeur qui était le compositeur aussi de Cloverfield, qui est le compositeur de Oak Street. Plein de trucs comme ça où tu te dis, boah, ça serait pas mal. Mais comme tu dis, en fait, dès qu'on a commencé vraiment à voir que c'était un film de dinosaures, ça pourrait faire partie de l'univers Cloverfield, mais il y aurait peu d'intérêt. En l'état tel quel, c'est plus rigolo de se dire que oui, il y a des références à droite à gauche. Mais un peu comme Spielberg fait ou comme un Stephen King, au final, c'est des petits clins d'œil que oui, ça peut être un univers partagé. Et en même temps, vu ce qui se passe dans Cloverfield, oui, tu vois, ça peut se passer dans le même univers, des dinosaures qui arrivent, comparé à ce qu'on voit dans Cloverfield, donc l'un dans l'autre. Pourquoi pas? Mais non, j'étais pas allé aussi loin que toi. Bon, bref, de toute façon, désolé, on l'annonce ici, ce n'est pas du tout un film dans l'univers de Cloverfield, mais c'est pas grave, hein, c'est pas pour ça qu'il m'a déçu, hein, absolument pas. Par contre, j'ai trouvé que vraiment il y avait une communication et un marketing, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Vraiment maîtrisé sur le lancement de la com. Je trouve que la première bande-annonce est exceptionnelle. On voit quasiment pas, enfin on voit pas de dino en tant que tel. On voit des formes, on voit des choses, on devine. Les premières affiches aussi teasaient bien le truc. Vous voyez que des morceaux, des morceaux de pattes, des morceaux de queue et tout ça. Et très très vite, la façon comme très souvent avec Warner malheureusement, on a viré dans là, je sais pas si tu as vu la dernière bande-annonce, mais elle révèle toutes les scènes clés du film. C'est ouf quand on voit des dinos en gros plan de partout.
il y a même un des éléments qu'on ne spoilera pas ici de la fin du film qui est montré carrément dans la dernière bande-annonce tel quel. Je crois même que le mot clé est évoqué. Enfin, c'est vraiment vraiment dommage. Et un petit dérapage. Je sais pas si tu avais vu ces polémiques il y a quelques semaines. Alors tout a été retiré des réseaux sociaux, mais bon, à l'heure Le faux d'aujourd'hui, podcast. ouais, avec les voilà, c'est ça, avec les chiens full IA ringardos horrible. Donc un backlash mérité, mais ouais, ça fait mal au cœur, c'est vraiment dommage. Bah, c'est que la com était étrange, parce que comme tu dis, la première bande-annonce fonctionnait très bien. Ouais. En plus, c'est un peu Mystère. le retour comment ça s'appelle, du réalisateur indé des années 2010 qui a pas autant percé que les autres, entre guillemets. Après 8 ans et tout, sur un film avec du budget, avec Bad Robot, ça a l'air un peu mystérieux et tout, donc bah chaud, tu vois, hype de ouf. Ouais. Mais le film a été décalé plein de fois, et du coup, t'as l'impression qu'à la fin, en tout cas sur la com et même sur le film en vrai, tu sais pas ce qu'ils vendent en fait et à qui ils le vendent. Exactement. Parce que ça fait très Amblin, mais t'as Amblin, comment ça s'appelle, E.T. et t'as Amblin Jurassic Park, on va dire, dans le sens où Jurassic Park, tu ne montes pas un gamin de 8 ans. Enfin, peut-être que nous, on se tapait à 8 ans, mais dans l'idée, ça fait quand même un peu peur, etc. Ouais. Là, t'as de ça, et du coup, tu vois qu'ils savent pas trop à qui le vendre, ils savent pas trop quoi mettre, et comme tu dis, à la bande-annonce, bah, ils envoient tous les potards. Totalement. Et est-ce que c'est pas plus... Bah, c'est une mode, entre guillemets, un petit peu, de certaines bandes-annonces. C'est Netflix, c'est les pires pour ça. C'était le dernier film qui est sorti, c'est The Last House, je crois. Oui. Justement, je voulais voir la bande-annonce pour voir le truc. J'ai arrêté au bout d'une heure parce que tu vois... au bout d'une heure, au bout d'une minute, la bande-annonce. Parce que tu vois déjà le truc, c'est qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Et dans la bande-annonce, au bout d'une minute, on te montre déjà qu'il y en a qui sont de l'autre côté et qu'ils arrivent à communiquer. Et que tu sens qu'il va y avoir d'autres trucs, alors que bah non. Ça a l'air d'être un thriller avec un high concept. Et là, c'est un peu pareil, c'est un high concept. Mais si tu montres déjà genre le mot-clé du truc, c'est couillon. Parce qu'il y a un côté qui est cool dans un film comme ça, à se dire mais pourquoi il y a des dinos en fait. Ouais. Et ouais, tu sais pas à qui ils le vendent quoi. Parce que par contre, là, comme dans les rues, moi je suis à Marseille, il y a l'affiche partout dans les rues. C'est impressionnant pour un film comme ça. Parce que 80 millions, ça reste beaucoup. Mais c'est pas fou non plus. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment, t'as l'Odyssée, t'as Spider-Man, etc. Il est vraiment partout sur les bus, sur les arrêts de tram et tout, donc ils sont assez agressifs, mais j'ai l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils vendent en fait. Oui, totalement. Est-ce que c'est pour des jeunes? Est-ce que c'est pour des personnes plutôt voilà, qu'on grandit avec E.T., Gremlins, les Goonies et compagnie, et qui sont friands de redécouvrir cette nostalgie des années 80? Est-ce que c'est pour des trentenaires fans de A24 et des boulots précédents du réalisateur? Je pense pas que ce soit pour nous. Vraiment, mais même en sortie de film, hein, de salle, hein, je sais toujours pas pour qui c'était. Et même au-delà de ça, en termes de ton, tu parles de à qui est-ce que tu le montres à un enfant de 8 ans ou non. Le film est PG-13 aux États-Unis. Alors en France, je sais pas exactement. Il doit être accompagné là. Ouais, mais il est tout public, tu vois, c'est même pas un moins de 12 ans. Je regardais justement par curiosité, donc. Et pour autant, il est quand même assez violent, il y a des passages un peu cruels, il y a un peu de sang, il y a 2-3 gros mots, machin. C'est assez surprenant quand même là-dessus, ouais. Bah c'est ça. Et c'est symptomatique du film, je trouve, sur le... Je suis curieux en fait sur le film, on en parlera après, mais sur la fin qui a été choisie, même si on va pas trop spoiler à la fin, parce que c'est quand même intéressant de la voir, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vois. Ouais. Mais t'as l'impression qu'il y a un énorme problème de prod à un moment. Et même sur le fait que le film ait été décalé, c'est qu'à la base, il devait sortir je sais plus si c'était l'été dernier, si c'était 2025. Non, attends. Non, c'était 2025, mais il devait sortir pas très longtemps après Jurassic World. Et en soi, sortir 2 films de dinosaures proches l'un de l'autre, c'était pas non plus la meilleure idée. Ouais. Donc tu comprends qu'il le décale. Mais d'un côté, c'était censé être un film en IMAX et il le décale en même temps que l'Odyssée et Spider-Man qui trustent toutes les salles IMAX. Du coup, bah, il en aura pas, quoi. Enfin, en France, il en a pas, et puis je suis même pas sûr qu'en En France, il en a pas, c'est sûr, en tout cas, oui. Ouais, c'est ça, faudra regarder, c'est à Bruxelles, à la limite, ou à Londres, mais c'est quasi sûr qu'il en est pas. Surtout avec le carton de l'Odyssée. Là, c'est pas de chance pour eux, tu vois, mais ils savaient qu'il y avait un Christopher Nolan qui sortait en même temps. Ouais. Du coup, le truc est reporté, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Comment ça s'appelle, Under the Silver Lake, il avait été reporté 3 fois déjà. Donc tu sens qu'il... Je sais pas s'il joue de malchance, parce qu'en même temps, Bad Robot, c'est pas les pires, mais Bad Robot, ça va pas fort en ce moment. Tu parlais de leur bureau en Californie, bah, je crois qu'ils existent plus, ça y est, ils ont plus que les bureaux à New York maintenant. D'accord, je ne sais pas, ok. Ouais, ça va, c'est pas la forme Bad Robot en soi, donc c'était intéressant de les voir venir avec un film avec de l'ambition. Oui.
Et un film original avec des dinos, enfin c'est chouette, ça, en plein été comme ça, sacré projet. C'est ça. Et tu vois, sur le truc à qui tu le vends, ça. Sur le papier, c'est un film de famille, c'est un film de dinosaures qui sort au mois d'août. Ouais. Tu vois, ça a tout pour être le film que tu vas voir en famille, quoi, mais. Et tu Totalement. le ressens, je trouve, dans le film derrière, tu vois, ce truc-là. Oui. Et est-ce que, bon, alors ça allait être ma conclusion, mais je pense qu'on peut le mentionner maintenant avant de se lancer vraiment sur le film en lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, je sais pas, attention, là je spécule totalement en termes par rapport au metteur en scène, est-ce qu'il n'a pas choisi de faire quand même, après ces quelques projets qu'il n'a pas réussi à faire là, ces 8 dernières années, est-ce qu'il se serait pas lancé là-dedans finalement un peu par dépit pour faire juste, bon bah une fois quand même le Yes Man pour un studio, pour se faire valider comme par hasard dans la foulée juste après son They Follow, du coup la suite de It Follows, donc au moins 12 ans plus tard, parce que je crois qu'il sortira l'année prochaine, donc 13 ans plus tard. Tu te demandes quand même, tu vois, moi je me pose la question, et au final tant mieux du coup si on a un They Follow, parce qu'il s'est sacrifié entre guillemets, hein, bien évidemment pour Oak Street, peut-être tant mieux, je sais pas ce que tu en penses. Bah, il y a de ça, et c'est. Bah, après, tu vois, je l'ai pas aimé, mais c'est pas non plus. C'est pas un film outrancier ou un film mauvais, c'est. Enfin, il y a des trucs quand même. Mais je pense pareil, tu vois, j'étais curieux à la fin parce que j'avais pas suivi au début s'il a été scénariste du film. Du coup, il est unique personne à l'écriture, hein. Ouais. C'est ça. Et techniquement, le PJ, là, le producteur exécutif, c'est J.J. Abrams. Tu vois, il n'y a pas eu non plus 50 têtes pensantes en haut du truc, quoi. Il n'y a pas eu l'air d'avoir de réécriture et tout. Et moi, c'est ça qui me bute, quoi. C'est que le mec l'a vraiment écrit, quoi, ce film. Donc, je pense que c'est un peu un travail pas de commande, mais qui a été très orienté par Bad Robots ou J.J. Abrams directement. Parce que ça fait très Spielberg-wish. Hein. Grave. Et comme tu dis, il n'y aurait pas eu They Follow qui était déjà annoncé, qui était déjà. Je crois qu'il commence à tourner cet été, là. Il est en train de tourner littéralement, c'est pour ça que le réalisateur fait pas du tout de promo pour Oak Street d'ailleurs, parce qu'il est occupé sur le tournage en ce moment de They Follow, donc peut-être que le mec s'en bat les couilles d'Oak Street, en fait, tu vois. Ça aussi. Je suis désolé, mais je sais ce que j'allais dire, je me demande quand même, je sais pas, on va pas commencer à imaginer et tout, mais bon. Mais tu vois, c'est ça, qui est They Follow, c'est rassurant parce que c'est la suite de son film qui a le plus marché et tout, c'est la même équipe qui revient, c'est pas les mêmes acteurs, etc., mais c'est le même DA de la photo, c'est le même compositeur, c'est Disaster Peace et tout. Ouais. Donc là, tu vois, They Follow, au pire, c'est pas une bonne suite, mais c'est un autre problème. Oui. Mais là, ouais, c'est presque Yes Man, ou en tout cas, oui, monsieur Abrams, on va l'écrire comme vous voulez, quoi. Oui. Mais bon, tu sens. Moi, tu vois, par exemple, j'aurais vu la bande-annonce sans savoir que c'était lui. Je sais pas si j'aurais été. Je serais peut-être allé le voir avec mes enfants, du coup. Là, sachant que c'était lui, je me doutais qu'il y avait un truc. Mais je sais pas si je serais allé le voir direct au cinéma, alors que j'aime bien les films de dino. Alors que là, c'était de savoir que c'était lui, j'en étais presque au point de me dire je m'en fous des bandes annonces en fait, parce que les 3 premiers étaient cool en fait de ces films, donc go. Pareil. Et tu sens pas que c'est lui en fait. Non, jamais. C'est dérangeant. Mais c'est pour ça que je te rejoins, à quel point c'est un film de Yes Man. Pas loin. En tout cas, il a pris l'argent, quoi, puis écoute. Il a jamais pris l'argent sur ses 3 premiers films, donc on peut pas le blâmer non plus, quoi. Il a pas fait un Marvel tout pourri, quoi. Il a essayé quand même quelque chose. Ouais, un truc original et neuf. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on est déjà en train de conclure, mais oui, on est d'accord. Mais du coup, comme on va en dire du bien, justement, tant qu'à parler de metteur en scène et de mise en scène, globalement, on est d'accord pour dire que c'est quand même plutôt chouette, c'est quand même plutôt travaillé visuellement. Oui, il y a plein d'idées de mise en scène, parce que ça singe beaucoup Spielberg, mais en même temps, c'est soigné. Tu vois, genre t'as quand même 2 grands actes avec l'avant dinosaure, après dinosaure, on va dire. Ouais. Et les 2 sont intéressants parce que la partie avant dinosaure, c'est des grandes caméras sur grue qui font des grands zooms lents, ça te montre beaucoup de choses. Ouais. Ça te montre bien la campagne, non, la banlieue américaine. La banlieue, ouais. Et c'est propre. Tu vois, c'est très propre. C'est des vrais décors dans la rue. On voit qu'il y a. Ça, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça vraiment dans le cinéma fond vert. Là, ça c'est vraiment chouette. On arrive vraiment à se repérer dans ces 3-4 rues. Ils ont pas peur de. Et quand c'est des fonds verts, dans le fond, ils sont toujours très très propres. Globalement, les dinos, je pense que tu seras d'accord avec moi, sont quand même très jolis. C'est ILM et tu le sens, pour le coup. Ils sont bien faits. Ils sont vraiment bien faits, ouais. Il y a eu... Si, je peux le dire.
je trouve que le chien, parce que forcément il y a un dogo dans la famille, hein, il faut cocher cette case-là. Le chien, quand il est en full VFX, je le trouve pas très très bien animé, mais je trouve que quasiment tous les dinos sont quand même très propres. Et très très bien éclairés. Il n'y a pas d'effet de on les voit en plein jour et tout. Il n'y a pas d'effet d'esbrouf, on va les cacher, on va en mettre que très peu, tout ça. Ils ont vraiment pas du tout peur sur cet aspect-là et c'est chouette. Et c'est généreux, tu vois, c'est que c'est toujours le truc avec les films comme ça, parce que c'était quoi, c'était 65 là, le truc avec Adam Driver l'année dernière. Ouais, non, il y a 2-3 ans. Ouais. Ah putain, ouais, déjà tu me diras. Mais du coup, qui était l'inverse, le truc était avare en dinosaures, alors que. Ah, grave. Là, putain, t'as des dinos. T'as plus de dinos que d'humains, techniquement, presque. Et ils sont cool. Je pense, ouais. Tu vois, franchement, entre ceux qui volent et tout, puis t'as des moments qui sont malins, t'en as qui sont. Il y en a un, tu sais jamais si c'est pas un mammouth ou quoi, mais un truc qui longe la fenêtre, là où t'as des poils qui défilent pendant des plombes. Ouais. Tu sens que le truc est gigantesque, l'espèce de gros serpent tout blanc, là où tu sais pas trop ce que c'est. Non. Ça fonctionne. Non, il y a plein d'idées. Des fois, t'as juste un truc qui part au loin. Non, là-dessus, c'est bien. Tu sens qu'il a voulu. Après, tu sens qu'il a voulu faire des efforts de mise en scène sans propos narratif. Quand ils commencent à comprendre ce qui se passe et qu'ils ont la scène, ils se cloîtrent chez eux, ils s'assoient les quatre là pour discuter un peu, genre, c'est quoi cette merde, quoi, qu'est-ce qu'on fait ? La double bonnette, là. Ouais, elle a un peu abusé, quoi. Il l'a fait une fois, 2 fois, la scène, elle dure un bon 4-5 minutes. Et il n'y a pas forcément c'était Spielberg qui faisait beaucoup ça dans Les Dents de la Mer, là. Et par exemple. C'était quoi, dans Rencontre du troisième type aussi ? Oui. Et c'était pour souligner de la tension. La double bonnette, c'est vraiment quand t'as le même effort de focus, j'ai pas le mot en français, le même effort de mise au point sur 2 personnages qui sont pas au même plan. Totalement. Du coup, un qui est en gros plan et un qui est au fond. Et ça marche bien justement quand t'as une tension, quand t'as un truc un petit peu qui se dégage. Et là, juste, ils parlent entre eux en fait. Au pire, ils sont pas d'accord sur ce qu'ils racontent. Ouais. Et des fois, ils sont d'accord parce que t'as le père et le fils qui sont d'accord à la fin là. Mais tu vois, l'effet est sympa au début et après ça dure. Et ça dure. Et tu dis, ouais, il a pas compris le truc. Enfin, il apporte pas un propos derrière. Mais il essaye. Mais c'est pas du chant contre chant. Donc, tu vois, je suis partagé sur le truc. Ça reste quand même. Oui. Il y a quand même une intention. Non, il y a des trucs. T'as la course-poursuite avec le. Je sais pas si c'est un T-Rex, mais le gros dino là, à un moment quand il. Allosaure, non ? Je suis pas spécialiste du tout, mais je pense que c'est plutôt un allosaure qu'un T-Rex. Mais bref, ouais. Mais celui-là. Mais quand ils sont tous attaqués, qui est intéressant parce que t'as une course-poursuite qui prend plusieurs personnages, qui est pas trop longue mais qui est efficace. Qui passe de l'un à l'autre et tout, ouais. Et pareil, tu vois, il est assez en confiance pour faire un plan qui est très large quand t'as Natawe qui court. C'est dans la bande-annonce, ça, donc je spoil rien. Oui. Mais tu vois, elle court et tu vois bien le dino derrière, tu vois bien que c'est des vrais décors autour. Ça marche bien, tu vois. Puis après, tu vas avoir une autre diversion et la caméra change de truc et tout. Donc non, t'es en mise en scène, il a été plus inspiré dans ceux d'avant parce qu'il racontait plus quelque chose et du coup, c'était raccord avec ça. Là, je trouve que ça raconte pas assez par la mise en scène, mais il y a quand même des efforts. C'est propre. Oui. Tu vois, à minima, c'est propre et il tente des trucs. Ouais, il y a des caméras qui la scène dans l'intérieur avec le serpent, la caméra qui se déplace un peu tel un serpent comme ça qui va le suivre au fur et à mesure et tout. Il y a quelques scénettes. Il utilise aussi 2 fois, je crois, cet effet de caméra 360 qu'il utilisait sur It Follows aussi, qui fonctionne bien ici, où c'est le chaos et du coup ça bouge dans tous les sens et c'est chouette. Alors après, je sais pas à quel point, justement, c'est Bad Robots slash J.J. Abrams qui force à ce point-là sur le côté en Amblin, ou si c'est lui qui est juste amoureux de ce truc-là et qui veut aussi, voilà, mais... Il y a des passages où il y a vraiment un cahier des charges Amblin, j'ai l'impression qui vient alourdir le truc pour rien, quoi. Vraiment, les kids à vélo, tout le délire avec le bully, ça mène nulle part et c'est nul, quoi, vraiment. Enfin, je suis désolé, ou c'est peut-être juste moi qui aime pas trop ce cinéma-là et qui, pour citer l'ami Romain de Jumpscare, n'aime pas le cinéma. C'est ce qu'il m'a dit en me vannant parce que lui a plutôt aimé le film et moi je ne l'ai pas trop aimé. Mais tu vois, je trouve qu'il y a certains passages où ça fait vraiment cahier des charges Amblin et qu'il y a des choses où j'ai l'impression que lui ça l'intéresse moins, en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec typiquement l'exemple du fait qu'il y ait forcément quelqu'un qui veut embêter le petit garçon, donc Brian, et qui va du coup lui taper dessus et machin, enfin le classique, ça marche pas, par exemple, je trouve. Et c'est Osef, quoi, parce que c'est parce qu'il veut lui taper dessus. C'est une scène qui est posée au début un peu de façon random, où il explique à ses copains qu'il a cassé le bras sans faire exprès, en faisant exprès d'un ami à lui, et que son grand frère, s'il le voit, va le tuer.
Ouais. Et une fois que les dinosaures sont arrivés, que c'est un peu l'apocalypse, qu'il y a très peu d'humains en soi que tu croises, il y a ce frère-là qui arrive et qui lui fout 3 patates, qui veut le tuer, puis après on s'en va en disant « Ah, je suis désolé », et on le reverra jamais. Et puis à la fin, ça sert à rien en fait. Les enjeux sont pas résolus sur ce genre d'aspect en fait. On a eu 2 scènes pour rien. Bah c'est ça. Et il y a 2-3 trucs comme ça. T'as le coup des geysers aussi où t'as l'impression que c'est un truc où c'est un tout petit fil une fois qu'ils sont bloqués il y a plus d'électricité, il y a plus d'eau. Ils vont chercher le chien du coup qui s'est barré dehors. Et ils voient qu'il y a cette espèce de geyser en se disant bah non c'est pas à cause de ça. L'eau est chaude. C'est plus jamais réutilisé. Le coup du feu aussi, t'as un moment la ville qui commence à être en feu. Pareil, c'est dans une des bandes annonces pour une raison obscure. Et c'est pas spécialement traité. Genre, ça devient pas un truc très. Tu sens en fait qu'à un moment c'est putain, il y a le truc qui est en feu et les gamins le disent. Et c'est pas utilisé. Et pareil, ça fait très, comme tu dis, ça fait très trope des années 80. Ce que je trouve dommage en fait sur ce truc-là, sur le côté extrêmement Amblin et le côté cahier des charges, c'est que c'était un réalisateur qui se situait plus ou moins dans les années 80 avec ses 3 premiers films, mais qui disait jamais quand est-ce que ça se passait. Tu savais que c'était, je sais plus si dans It Follows il dit clairement que c'est à Détroit, mais c'est toujours plus ou moins les banlieues de Détroit parce qu'il a grandi là-bas en soi, à part Under the Silver Lake bien sûr, c'est LA. Mais t'as toujours ce truc de tu sais pas quand ça se passe parce que t'as rarement des téléphones portables. Dans It Follows ils avaient cette liseuse rose un peu chelou magique. Ouais c'est ça. Dans American Sleepover t'as pas trop de trucs, mais du coup il y avait vraiment un côté de il citait pas les années 80 et tous les réalisateurs, bah surtout Spielberg en fait de cette époque là, et t'avais l'impression en fait qu'il arrivait à te mettre dans la tête de qu'est-ce que c'est d'être un ado dans les années 80 sans faire Stranger Things. Et là, il fait Stranger Things en fait. Où tu vois quelque chose avec des dinos quoi. Ouais, il y a trop, je trouve, de partout, tout le temps. Et ça, c'est peut-être pas de sa faute à lui, hein, c'est peut-être des gens des décors ou de tout ça, mais il y a trop d'éléments partout. C'est lourd. La couette Superman, le magazine Playboy, le machin. Il y en a tout le temps partout à l'écran. Des références. Un peu nerdy qui a une amitié très amitié avec comment ça s'appelle la fille qui sauve là. Jeannette. Ouais, voilà, Jeannette. Laisse-les s'aimer et puis se faire un bisou. Enfin, c'est bon, on est en 2026, on est grand, on a compris. Non, c'est une très bonne amitié. c'est dommage. Tu vois, alors que c'est un mec qui avait compris ce que c'était justement de raconter les années 80. Parce que c'est un mec qui a grandi dans les années 80. Il est né en 75, ouais, 75, 74, je crois même. Donc il s'est pris les années 80 de plein fer. Ouais. Donc il sait ce que c'était, comparé aux mecs qui ont fait Stranger Things là qui racontent une nostalgie. Lui c'était pas une nostalgie qu'il racontait, c'était juste littéralement c'est ça d'être un ado à cette époque-là. Et il raconte quelque chose par-dessus. Là il te dit c'est Spielberg, c'était comme ça. Et ouais le coup des vélos c'est pénible quand tu vois ça, tu vois des gamins à vélo, bref. Jusqu'à présent, il n'avait pas besoin de tous ces référents-là pour raconter, pour nous mettre dans le mood. Typiquement, moi, alors je force, et je vais peut-être, j'en parle sur chaque épisode de podcast, mais tu vois, j'imagine que tu as aimé aussi, ou peu importe, mais Killing Persons avec Backrooms, qui n'a pas vécu cette époque, on est dans cette époque à fond, et pour autant, il n'y a aucun référent des années 90, tout le temps, partout, à la Stranger Things gratuit dans chaque élément de décor à tout moment du film, et pourtant on est dans le mood absolu du truc. Et bah là il y avait cette magie là avec les films précédents de ce réal, et là j'ai trouvé ça vraiment dommage d'avoir besoin d'autant d'artifices pour te mettre dans le et de si peu d'écriture. C'est vraiment bête, je trouve. Et c'est la musique qui me butait. Obsession, il y a un peu pareil au final, tu vois. Je me rappelle plus s'il y a vraiment beaucoup de scènes avec des téléphones portables, mais t'as un truc un peu intemporel du truc, encore une fois la banlieue américaine et tout. Bah, je vais dire une fois au moins, mais c'est moi ce que j'aimais bien avec David Robert Mitchell, c'est le côté que le mec a compris comment filmer un espace liminal. C'est toujours ils sont toujours sur le seuil, ces personnages, dans le sens où ils sont toujours à la poursuite de quelque chose. Genre Andrew Garfield dans Under the Silver Lake, il poursuit une enquête et des fois il bouge même pas de chez lui en fait. Dans It Follows, bah, c'est littéralement ils se font poursuivre par justement cette entité. Et dans American Sleepover, c'est 4 personnages qui sont tous à la recherche d'un truc, à la recherche d'une ancienne personne. Le grand, il est à la recherche de 2 jumelles. Grave. Et du coup, ils restent jamais à un seul endroit. Ils sont toujours en train de bouger. Les 2 premiers, c'est à Détroit, donc en plus, c'est une ville plus ou moins en ruine dans ce qu'il en montre. En tout cas, les banlieues sont en ruine. Et du coup, ça marche bien. Under the Silver Lake, bah, il fait appel à plein d'autres réalisateurs dans l'imaginaire, donc ça marche bien.
Là, putain, il y est plus du tout, quoi, tu vois, il représente les années 80. Et du coup, il perd il perd ce qu'il sait faire, en fait. Et surtout, du coup, j'allais le mentionner sur un autre point plus tard, mais on peut en parler là, mais surtout, dans cette espèce de quête des films précédents, comme tu dis, là, en fait, on va pas tout de suite basculer en partie spoilers, mais dès qu'on passe la moitié du film à peu près, et qu'ils se rendent compte que oui, il y a des dinos, oui, ils sont foutus, et on a vite un peu quasiment tout le monde qui meurt, sauf eux, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et du coup, il y a tout de suite un élément scénaristique très facile qui vient apporter ce truc-là. Pour s'en sortir, il faut qu'on fasse telle chose. Et en fait, ça, c'est vraiment dommage, et je trouve que c'est vraiment trop facile et loupé en termes d'écriture. J'ai trouvé ça nul, vraiment, cet aspect-là, quoi. L'écriture, c'est là où ça m'a fait mal de voir que c'était lui, parce que les films d'avant, t'avais un truc d'écriture. Ouais. Là, les personnages c'est des personnages fonction, même les personnages principaux, en fait. Ouais. Ça te laisse voir un petit peu... Bon, les gamins, tu te fais peu d'illusions sur le fait de à quel point ils vont être utiles quand tu vois que c'est... La fille est un peu nerdy et elle fait pas partie de son groupe de potes, elle a pas de copains. On a le cliché, il est là, puis elle aime bien l'espace. Le gamin, c'est un gamin de son âge, il a des vélos, et puis il y a le grand frère de quelqu'un d'autre qui veut lui péter la gueule. On est dans le cahier des charges. Avec son arc, avec sa flèche, il est nul avec en plus. C'est drôle. Ça, c'est drôle pour le coup. Oui. Et du coup, les parents, ça va pas. Mais ce qui était intéressant, c'est que le point de concentration se fait un peu plus sur la mère, sur Anatawe. Ouais. Et ça fait un peu penser au côté... c'était dans E.T., tu vois, au final, où le message de fond, c'est que le père est absent. En fait, c'est un vrai grand absent de E.T. Ça en parle pas, mais c'est un fait. Ça résout pas ce truc-là. Ouais. Là où je me disais, ça peut être intéressant. Tu vois, ils prennent le côté, c'est la mère qui est mise en avant. Elle a ce côté elle écrit un livre. Elle veut... dans son livre, en gros, elle dit qu'elle veut... c'est son personnage fictif qui est elle et qui regarde ses enfants et qui veut partir à New York, en fait. C'est pas trop de spoil, là. Ça se passe vraiment dans les 10 premières minutes, ça. Ouais. Et tu comprends le truc, le père est plus ou moins absent parce qu'il fait plein de petits jobs et du coup il est pas trop là. Et quand la mère veut avoir une discussion avec lui en disant ça fait un moment quand même qu'on devrait avoir cette discussion, il se barre. Encore une fois, t'as le cliché qui est là, mais c'est plus mis sur elle que sur lui. Je me dis ça peut être intéressant. Et c'est elle qui prend les choses plus en main, qui est moins perdue, alors que lui, il a le côté presque un peu bené du truc. Oui, totalement. Enfin, bené, c'est pas qu'il est candide, mais... c'est son cliché après, c'est que lui, son persona, c'est que ça va dire, en gros, non mais ça va aller, on va s'en sortir, parce qu'il refuse du coup de se poser des questions, un peu comme avec sa femme. Totalement, ouais. Et elle, c'est plus compliqué, ça aurait pu être encore plus compliqué, ça aurait été intéressant en fait, de se dire que justement, il y a un côté où je suis coincé ici, et ça ressort à un moment, et c'est très intéressant. Et puis après, non, en fait, ça devient juste une mère qui cherche ses enfants, parce qu'à un moment, les enfants s'en vont. Ils sont pas écrits plus que ça. Ils vont rester justement sur ces tropes de c'est un gamin qui a rien d'autre que son chien. C'est une fille qui fait ce qu'elle peut. Et elle est pas plus développée que ça en vrai. Pour le coup, la fille, malheureusement, elle va avoir sa pote Janet et puis voilà. Elle est courageuse, cela dit, tu vois, elle est quand même Janet. Mais il y a rien au niveau écriture, quoi. J'entends le côté, c'est un blockbuster, mais Spielberg, ça a jamais empêché d'écrire des personnages des fois. Oui. Oui, totalement. Surtout que, franchement, moi, le début, j'étais super chaud, justement, en termes d'écriture autour du personnage de la maman. Tu te rends quand même vite compte que, oui, il y a un vrai parallèle elle est enfermée dans cette relation et en fait, ils sont littéralement enfermés, coincés, voilà. Et je me suis dit, trop cool, allez-y, trop bien. En plus, tu comprends très vite que voilà, le père c'est un nulos. Moi, j'aime trop ce genre d'idée d'écriture, et on en reparlera en partie spoiler sur la fin. Mais quel dommage je trouve ce gars mêlé comme ça à l'arrivée dans ce que tu as raconté, surtout vu comment tu finis ton deuxième acte, c'est assez intéressant. Et je trouve que Anatawe est génialissime. Bon, comme très souvent, moi je l'aime beaucoup. En plus, elle a une année de malade. Il y a forcément Odyssée cet été, il y a eu Prada 2 en début d'année, le très très bon et dont personne ne parle malheureusement, je trouve, Mother Mary de notre ami David Lowery, qui est sorti récemment, que moi j'ai adoré, et elle sera bientôt aussi à l'affiche de Verity en fin septembre, début octobre je crois. Et je trouve que... Je crois que Mother Mary, il est pas sorti en France, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui en parlait. Pareil, je l'avais vu, mais de façon détournée.
Il est dispo en VOD, voilà. Il sortira pas en France comme tous les 24, de toute façon, c'est dommage, mais. Ah, ça me tue, ça c'est. Piratez-le. Ouais. En attendant que, quoi. Mais oui, non, elle joue trop bien dedans. Elle joue trop bien, ouais. Et là où à l'inverse, par contre, je trouve que... Alors, est-ce que c'est l'écriture du personnage ou est-ce que c'est juste lui Ewan McGregor est un peu en dessous, et en même temps, je me faisais la réflexion là sur mon deuxième visionnage, j'ai déjà vu le film 2 fois, parce que je l'avais vu en VF sur l'avant-première, et je me demandais si c'est... Je suis pas du tout habitué, moi, au doublage français, et du coup, je voulais quand même le revoir en VO. Et il y avait un élément de la fin du film que je voulais à tout prix revoir parce que j'ai cru rêver, et en fait non, on en reparle après en partie spoilers, mais je me suis demandé là, quand est-ce que j'avais vu pour la dernière fois Ewan McGregor sur un film sur lequel je m'étais dit que je le trouvais intéressant, et je sais pas toi, mais pour moi je crois que c'était Christopher Robin, donc en 2018 je crois déjà, mais depuis il m'avait pas intéressé au cinéma, ce pauvre Ewan McGregor, et là je trouve qu'il est un peu en dessous, ouais, peut-être, je sais pas. Bah le personnage est pas intéressant. Ouais, bah lui aussi, de toute façon. Ouais. Et c'est pas... Je pense que t'aurais mis n'importe quel acteur, ça aurait pas transcendé le truc. À la base, je crois que ça devait être Oscar Isaac, puis ils l'ont recasté pour Ewan McGregor. Okay. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve juste un problème de calendrier. Hein. Okay. Et c'est vrai que je regarde sa filmo genre sur les années 2020. Ouais, un peu c'est pas la folie, quoi. Ouais, il fait la voix de Cricket dans le Pinocchio de Del Toro. Mais bon. Ah oui, j'avoue. Voilà, on va peut-être pas compter ça. On va Dr. Sleep à la limite. Et encore. Encore, ils jouent pas non plus. Enfin bon, bref. Mais les kids, vraiment les deux enfants, je trouve qu'ils jouent plutôt bien quand même, surtout la fille. Jeannette, peut-être un peu moins, mais pareil, elle a peut-être pas grand chose à jouer non plus, la pauvre. Elle est pas écrite. Il y a un ou deux moments où, quand elle dit mes parents. Bref, mais ouais, il y a 2-3 passages où elle joue un peu bof, mais les deux enfants jouent plutôt bien, je trouve. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est vraiment pas un problème d'acting en fait. Le film, c'est un problème de. Ils ont rien à raconter. Ils ont rien pour s'exprimer en fait. Et. Je serais curieux du making-of parce que je sais pas comment il fonctionne d'habitude en termes de est-ce qu'il laisse de l'improvisation, est-ce qu'il laisse de la place aux acteurs, aux actrices pour s'exprimer. Ouais. Mais là, tu sens qu'il y avait des rails, alors putain, fallait pas dépasser. Hein. C'est après des enfants, tu t'attends pas à ce qu'ils dépassent, c'est pas ça le truc. Mais même les adultes, toi, c'est un rôle, c'est un cliché, et puis pas trop sortir du truc. Ouais, c'est dommage. Et ça, après, ça marche à plusieurs trucs, c'est que c'est notamment le gamin, tu sens qu'il est c'est plus petit du coup de leur groupe de 4 là. Ouais. Et même une fois qu'il y a les dinosaures et tout, c'est pas un giga spoil ce que je vais faire en soi, mais tu sens qu'ils comprennent qu'il faut mieux rester à l'intérieur. Il va se poser la question plus tard de la nourriture et l'eau, comment on fait, mais en tout cas à ce moment là c'est juste restons à l'intérieur. Oui. Et le chien a disparu, ça il le découvre le lendemain matin. Il va y avoir un moment où il voit le chien du coup dehors, il a déjà vu des raptors dehors, il a déjà vu qu'il y avait des dinosaures et tout qui se baladaient. Et il va quand même le chercher, et c'est peut-être la décision la plus con du monde en soi, vu que t'as déjà vu tout ça. Il va prendre son arc et ses 4 flèches là, et partir du coup le chercher. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais vraiment là à dire, c'est pas tant que c'est bête, mais c'est que c'est cliché. Oui, et c'est en même temps, c'est ce chien, c'est tout ce qui lui reste. Ses parents, ils vont divorcer, ils se prennent la tête tout le temps. Sa sœur, tu vois, ils montrent aucune relation spéciale entre eux. Donc tu dis, oui, il lui reste que son chien, et s'il a une chance de récupérer son chien, vas-y, t'y vas. Ouais. Mais voilà, c'est sortir les rames pour justifier un truc qui aurait pu être raconté différemment, quoi. Oui. Alors, avant qu'on passe en partie spoiler, tu mentionnais tout à l'heure The Last House, donc sorti vendredi dernier sur Netflix, un peu le film Netflix du moment, qui a énormément de similitudes finalement avec Oak Street. C'est aussi une famille de 4 personnes enfermées malgré eux dans un concept un peu science-fiction à l'intérieur de leur maison. Alors c'est un film Covid qui sort 6 ans plus trop tard, hein, malheureusement, mais avec aussi un chien d'ailleurs et tout, et des vrais conflits. Alors il y a aussi un père, une mère et 2 enfants quasiment du même âge en plus, et limite, attention, accrochez-vous bien parce que moi je déteste Netflix, mais des fois il y a quelques concepts qui m'intriguent un peu. Limite, j'ai passé un meilleur moment devant The Last House, qui reste un film très moyen, hein, soyons honnêtes, que je pense je ne reverrai jamais, que celui-ci, tu vois. Dans l'idée, il y a des vrais moments. Alors en plus c'est Netflix, donc il faut faire des trucs longs et lents et voilà. Mais au moins il y a des vraies idées dans le fait d'être enfermé, machin, de conflits, de discussions, tout ça. Qui manquait vraiment en termes d'écriture, je trouve, à celui-ci. Ouais. Il y a des passages où c'est vraiment dommage dans la maison, ils auraient dû prendre un peu plus de temps, je pense, vraiment pour développer. Il y a des moments entre la mère et la fille, par exemple, tu sais, quand on se rend compte que c'est inondé en dessous,
où je me Oui. dis mais là on dirait une tata ou une enfin c'est pas normal, c'est bizarre que tu parles comme ça à ta fille, même s'il y a des secrets, même si tout n'est pas voilà, forcément que les parents se disputent dans leur coin et pas devant les enfants et tout, mais il manque une étincelle, il manque des trucs en plus de dialogue qui devraient marcher normalement, je trouve quoi. Bah, c'est que t'as des moments dramatiques qui fonctionnent bien, c'est juste qu'il y en a vraiment pas assez. Et c'est ça, en fait, c'est un moment où tu te demandes. Mais après, c'est de la projection par rapport à ce que j'attendais du film. Moi, ça, à Ouais, la peut-être limite. aussi oui. Ouais. De se dire à quel point il aurait fallu peut-être montrer moins de dinos, tu vois, être moins dans cette action, et même s'il y a des bonnes scènes avec les dinos, ça on pourra prendre en spoiler, mais t'as des vraies scènes qui fonctionnent, qui sont angoissantes, qui ont l'effet recherché. Ouais. Mais d'un côté, les meilleures scènes, moi je trouvais, c'est justement un petit peu la césure que t'as avec le début où c'est la musique de Giancarlo qui est c'est du John Williams Wish, c'est du piano Oui. et du petit violon et machin, et ça m'a gavé pour le coup. Ouais, il m'a saoulé Mais aussi. Ouais. tu vois exactement pourquoi il fait ça. Ouais. Et il se passe ce qui se passe là, du coup t'as la grande lumière dans le ciel et on commence à voir les au début on voit pas les dinos justement, mais là déjà t'as plus de musique, du coup ça met une petite tension. Ouais. Quand ils vont commencer à s'enfermer dedans, à s'asseoir tous les quatre pour discuter, t'as pas de musique non plus. Et du coup là je commençais à me dire, et c'est là où tu commences à avoir des idées de réalisation, de mise en scène, c'est là où t'as la double bonnette, c'est là où t'as des trucs. Totalement. Et c'est là ça parle de religion aussi là. Ouais, mais putain, mais ça les fleurs, tu vois, c'est ça qui est Oui, dommage. oui, oui. Ouais. C'est tout ce passage-là, tu te dis déjà, il est écrit avec le cul, parce que la suspension d'incrédulité, putain, faut être costaud quand même. Ouais. On en parle un peu plus en spoiler, mais en soi, il commence à aborder des trucs un peu plus dramatiques, comme tu dis, on se retrouve coincé. Tu sens que la mère, elle est partagée entre le côté de putain, je suis vraiment coincé avec eux, et potentiellement, on va sûrement mourir, là, du coup, on va être coincé ici jusqu'à la fin de nos jours. Ouais. Et ça explore jamais trop ça, alors que l'histoire, elle était plus intéressante peut-être de raconter ça, plutôt que de raconter ce que raconte vraiment la fin du film. Et t'aurais eu plus de trucs à montrer, plus de... je sais pas. Parce que c'est un mec qui montre bien les territoires aussi, qui montre bien les banlieues, qui montre bien des décors et pas l'intérieur. Carrément. Mais ouais, tu vois, autant les dinos, oui, ils sont bien faits et tout. Je sais pas à quel point t'aurais pu mettre n'importe quel autre réalisateur qui aurait fait quelque chose de similaire en fait. Parce que les 2-3 idées de réalisation, tu vois, de mise en scène, tu les enlèves, le film est pas mieux pour autant. Ou pas pire surtout. Oui. Et puis il y avait ce truc aussi du secret, du fait que de son boulot, du fait qu'ils sont peut-être un peu en galère, où ils vont être à mon avis assez rapidement en galère de sous, tout ça. Enfin, moi j'adore ce genre de trucs. Allez-y, discutez de ça, tu vois. Enfin, il y a un moment où elle lui dit je sens que t'as encore bu, machin, mais tu vois, tartinez là-dessus quoi, régalez-nous. Enfin, vraiment. Ah non, ça finit en 2 secondes, tu sais, t'as encore bu? Oui. Dis-moi, mec, t'arrêtes. D'accord, c'est compliqué, hein. Ok. Putain, la dispute la moins longue de l'histoire, quoi. C'est ok, il y a les enfants à côté, mais je sais pas, écris ton personnage. Genre, tu bois? Oui. Ok. Tu me caches des choses? Aussi. Oui, c'est vrai. Putain. Et tout est désamorcé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'as toujours un. C'est pas un MacGuffin, mais c'est pas loin, quoi. T'as toujours un truc extérieur qui vient désamorcer le truc tout de suite, quoi. Alors que ça pourrait être bien plus subtil. Ça devrait être bien plus subtil. Ouais. Et Giacchino, avant qu'on passe en spoiler, mais Giacchino qui m'a un peu déçu, moi j'aime beaucoup quand même. Je trouvais très très efficace sur le. Il est aussi là, c'est lui qui faisait la musique de Spider-Man, qui est aussi à l'affiche en ce moment, qui a une année 2026 très chargée. Hein. Il revient bientôt avec Clara and the Sun, je crois, le Taika Waititi. Behemoth aussi avec Pedro Pascal. Reagan aussi en fin d'année. Enfin, grosse année pour Giacchino. Oui, le Brad Bird, c'est ça. Donc, est-ce que voilà, il a pas un peu validé trop de projets aussi, Giacchino, et en tout cas là, il est inspiré. Il y en a partout tout le temps. C'est du John Williams bis, mais j'ai trouvé ça relou de fou, quoi. Vraiment, d'autant plus au deuxième visionnage, j'en avais marre de la musique, j'en pouvais plus. Hein. Ouais, mais bon, ça faisait partie du cahier des charges, encore une fois, je pense. Amblin, faut tartiner, mais c'est trop là. Bah c'est ça, et c'est parce que ça fait partie des personnes qu'il a pas ramené avec lui. Parce que Disaster Peace, du coup, qui était sur. quoi que j'ai des bêtises, il était pas sur Under the Silver Lake, je crois pas. Non, il me semble pas. Hein. Mais il était sur It Follows et il revient sur Day Follow, du coup. Ouais. Et il a quand même ramené des personnes avec lui. T'as. Comment ça s'appelle? Le directeur de la photo. Hein. Ouais, c'est ça, Dulakis. Qui était. Je sais pas s'il était sur Sleepover, mais il était sur It Follows et Under the Silver Lake. Et c'est un des habitués maintenant de. Comment ça s'appelle? Jordan Peele. C'est un vrai bon directeur de la photo. Ben, on se disait, techniquement, le film, il est bon. Oui. Mais ouais, tu vois, j'aurais préféré un Disaster Peace. Enfin, pas forcément parce que le truc s'y prête pas, mais. Bon, sur certaines parties un peu flippantes, un peu en retenue, il y a des passages un peu cache-cache, un peu de discrétion. En termes d'épouvante, ça aurait sûrement mieux marché, mais je pense que c'était pas l'effet recherché, malheureusement. Mais bah, ça fonctionne bien sur It Follows,
parce que It Follows, même pour le décrire 3 secondes parce que ça va vite, le pitch, c'est c'est en banlieue américaine, ça se centre sur des je veux dire young adults, pour des grands enfants, c'est pas des grands enfants, des jeunes adultes. Oui, des jeunes adultes, on peut y arriver. Oui. T'as Jean-Claude Van Damme, des jeunes adultes qui c'est le début du truc où t'as la protagoniste du coup qui a une relation sexuelle avec un mec. De mémoire, il la cogne, ou en tout cas se retrouve accroché. Il lui dit, maintenant qu'on a eu un rapport, je t'ai transmis un truc. Et t'as cette entité qui va te suivre jusqu'à te tuer. Si tu veux la transmettre, faut que tu fasses comme moi. Bon chance, quoi, en gros. Ouais. Et si la personne à qui tu transmets meurt, l'entité revient vers toi. Du coup, c'est un film de poursuite, quasiment. Parce que l'entité, elle ne court jamais. Elle est souvent assez loin. Elle peut prendre la forme de n'importe qui, n'importe quoi. Enfin, n'importe qui, c'est pas un animal. Et du coup, t'as ce truc de poursuite et t'as ce truc lancinant de répétition. Ouais. Et Disaster Peace, ça marchait bien parce que c'est un mec qui faisait du jeu vidéo à la base et qui a l'habitude de faire des loops avec sa musique. Ouais. Et du coup, ça marche bien d'avoir ce côté un petit peu répétitif, d'avoir ce côté lancinant, ouais, encore une fois. Donc tu vois, avec Oak Street, c'est pas du tout le truc, c'est un film de poursuite et t'as peu ce truc, alors que t'as des moments où ça aurait pu. Et c'est ça où je m'y attendais un peu plus de comment montrer un petit peu la banlieue. Parce que c'est quelque chose qu'il sait faire et c'était une banlieue un peu riche comparé à ce qu'il montrait avant où c'était des banlieues un peu décrépites. Totalement. Et il le fait un petit peu parce qu'au début c'est la fête de quartier, du coup c'est bon prétexte à voir la grande rue où tout le monde se réunit. Quand t'as la présentation du fils quand il est avec ses copains, c'est une petite contre-allée derrière, tu vois un petit peu qu'il y a la forêt pas loin. T'as la nouvelle du quartier, c'est des grosses baraques quand même qu'ils ont en plus. Donc c'est un truc qu'il a jamais trop filmé et tu sens qu'il pose les bases. Quand ils vont... Quand les dinosaures commencent à arriver, en fait, les parents sont sortis pour comprendre ce qui se passe, ils sont chassés par les dinosaures, ils reviennent, et ils se disent on se barre en fait, du coup on prend la voiture et on s'en va. Et t'as un truc où ils tournent dans le quartier, et là du coup ils voient qu'effectivement ils peuvent pas s'échapper. Parce que c'est comme si en gros la galette de leur quartier avait été téléportée ailleurs. Ouais. Et c'était intéressant, et ils exploitent pas plus que ça, ils reviennent chez eux, et tu te repères jamais vraiment géographiquement, mais tu sens que c'est pas fait exprès. Ils cherchent pas à te perdre en fait en faisant ça, c'est juste qu'ils te montrent différentes scènes de quartier, les maisons sont jamais vraiment personnalisées, à part celle de la fin. Parce que même la leur, elle est un poil random en soi. Oui. Et c'est un truc qui est dommage. Tu vois, il aurait plus joué là-dessus, ou je sais pas comment, tu vois, mais c'est un truc qu'il sait faire, normalement, justement, montrer ça, et montrer un quartier riche qui passe en côté apocalyptique avec des dinosaures, c'est pas assez exploité. C'est un décor. C'est un beau décor. Mais au moins, c'est un décor. Ouais, oui. Voilà, c'est toujours ça. Tu vois, moi, c'est le paradoxe du truc, c'est que il y a 80 millions dans le film et tu les sens. Tu vois, là, vraiment, il y a aucun souci là-dessus. Carrément. En termes de décors, les cachets des acteurs, tu te doutes, comme les VFX, ils sont bien, etc. Les décors, c'est un vrai quartier. Oui. Et je pense que c'est aussi l'économie du truc, c'est pourquoi tu personnalises pas, parce qu'il y a 2 rues, en fait, techniquement de représenter, et juste tu la filmes dans un sens, dans l'autre, tu changes vite fait 2-3 panneaux. Je suis pas bête. Ouais. Mais justement, à quel point tu pouvais représenter un peu plus ça, à quel point tu pouvais créer plus d'angoisse. Et ils cherchent à faire de l'angoisse en plein jour, ce qui est intéressant. Tu vois, genre les courses-poursuites, faire ça en plein soleil, ils tombent pas dans le côté Jurassic Park Spielberg, qui marche bien, hein, du coup, mais il essaie de faire autre chose. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, du coup, la musique, oui, Disaster Peace n'aurait pas été adaptée là-dessus, ou en tout cas ce style de musique. Mais Giancino, ouais, ça aurait été bien de faire autre chose, quoi, du coup. Enfin, c'est bon, on a compris le truc, quoi, c'est... Même sans la musique, on a compris que c'était un film de J.J. Abrams qui dit coucou Steven. T'as vu, j'ai bien retenu la leçon. Totalement. Tu sais, ça m'aurait pas étonné que ce soit Abrams qui le réalise en fait, presque. Ouais, carrément. Et ça se trouve, on découvrira dans 6 mois que c'était le cas, mais bon. Non, je pense pas quand même, mais je pense qu'on va vite avoir des infos. Ouais, sûr, il y aura des trucs. Ça serait drôle que ça finisse un peu comme c'était Poltergeist, ou c'était ça au final, ou c'était Spielberg qui produisait le truc et au final qui a quasiment réalisé. Alors que, oui, c'est ça, je suis sur la page Wikipédia, c'est Toby Hooper à la base, Monsieur Massacre à la tronçonneuse, qui est pas un manche non plus, avec Spielberg qui passait énormément de temps sur le tournage en producteur. Tu vas sur la page Wikipédia, réalisation Toby Hooper, Steven Spielberg non crédité. Oui. Ça m'étonnerait pas qu'on soit pas loin de ça et on saura sûrement pas loin, je pense. Mais bon. Ouais.
Je te propose qu'on passe en partie spoiler. Ça peut me permettre de rebondir sur un truc que tu dis, si ça te dérange pas. Vas-y. Donc on vous l'annonce, on passe en partie spoiler maintenant. Justement par rapport à ces maisons et à des éléments d'écriture et tout, le truc, on parle des trous de verre juste après, hein, mais le truc qui m'embête, je pense, le plus et qui m'a encore plus fait tiquer au deuxième visionnage, c'est tout ce délire autour du mariage et de ce que tu en fais et de ce que ça veut dire et d'être bloqué ou non avec quelqu'un et tout ça. Et c'est peut-être mon avis, hein, vraiment perso là-dessus, mais dès que peu importe que le personnage rentre dans une maison, la première chose que tu vois, c'est la photo de mariage de la personne chez qui tu entres. C'est ouf. Lorsqu'elle rentre chez la vieille dame, tu vois la photo de mariage. Enfin, la deuxième fois, pas la première fois. La deuxième fois, lorsqu'elle rentre chez elle. Et ben là, il y a une photo avec son mari. À la fin, quand elle va chez la bibliothécaire, dans les escaliers, on te montre les grandes photos de mariage, et chez elle, chez eux, là, on te les montre plusieurs fois jusqu'à la toute fin où on te la remontre, voilà. Et tout ce propos-là, moi, il m'embête vraiment, vraiment beaucoup sur le final, en fait. De ce que ça veut dire sur... bon, on va détailler plus, et je vais peut-être un peu vite, désolé, ou c'est dans le désordre, mais je pense que vous m'en voudrez pas, mais le fait de se dire qu'elle va récupérer son mari d'avant ces événements-là, et que lui, du coup, il a rien appris de tout ce qu'ils viennent de vivre, ce personnage-là, vu qu'il l'a pas vécu. J'espère que tu me suis et que je suis assez clair. Bon. Et que du coup, en fait, ils ont même pas la discussion de, tu vois, c'est genre, non, en fait, c'est bon. Maintenant, il va être bien, et il va arrêter de boire, et il va arrêter de faire des secrets, et ça va aller mieux entre nous, et notre mariage est sauvé grâce à ce que moi et mes enfants on a vécu, mais pas à ce que lui a vécu. C'est trop bizarre d'aller rechercher en termes d'écriture, c'est fort. Enfin, dans ce que ça veut dire, moi, ça me fait trop chelou. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça même que le message envoyé au final, il est vraiment nul. Tu vois, en plus. oui, mais... Parce que, on va expliquer ce que c'est le truc, mais ça veut dire au final que tout l'effort, du coup, pour la résolution... Déjà ils imposent qu'il y ait une résolution. Alors que tu vois, de la même manière, les Ambien, encore une fois, les Spielberg, la partie sur le mariage, sur les divorces, parce qu'il y a tous les mariages dans les Spielberg ne vont pas bien. Parce que c'est un enfant qui a grandi avec des parents qui n'allaient pas bien. Et genre dans E.T., il n'y a pas de résolution à ça. C'est pas ça le propos du film en fait. C'est que le père est distant et est absent. Point. Tu vois, le film n'apporte pas de résolution à ça. Et ça sur plein d'autres films en fait. Et là, ils se sentent. En fait, c'est. Ils prennent un côté macro de il y a les dinosaures, faut sauver le quartier, c'est faute de sauver le monde. Du coup, un côté micro, faut sauver la famille. Et du coup, la résolution, c'est que c'est la daronne qui fait non, mais j'ai abusé en fait, moi je t'aime. Hein. Tu peux rester comme t'es et être un peu un connard qui me dit pas grand chose. C'est nul. C'est nul comme message, quoi. Ouais, grave. Moi, ça me gêne. Ouais. Ah, mais c'est pour ça, mais. Partons sur les trous de verre, puis comme ça, on va glisser sur. Et du coup, je suis désolé. Là, on va être peut-être beaucoup plus négatif, mais quand on installe. Moi, je savais pas, hein, je sais pas toi si par rapport à la promo ou quoi au caisse, je savais pas du tout qu'il y avait cette idée-là. À la base, je savais pas comment les dinos arrivaient, et le pire, c'était ma suspension à moi de me dire il y a des dinos, tu vois, ok, j'ai pas besoin forcément d'explications, mais ils donnent une explication. ouais, très très classique science-fiction, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, déjà visuellement, je trouve que c'est très... moi, j'en ai marre en 2026 des portails Doctor Strange. J'ai l'impression que c'est un obligatoire des blockbusters aujourd'hui d'avoir ces foutus portails là, tout moches. Ils ont quasiment tous la même gueule, ils ont quasiment tous la même taille. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ouf. Moi, j'en peux plus, vraiment. Bon, bref. Déjà, je trouve que visuellement, c'est pas terrible, ces espèces de boules, tu vois... C'est pas que les effets spéciaux eux-mêmes sont moches ou quoi, c'est juste que créativement tu peux trouver des idées plus cool que ça, c'est tout. Enfin, je trouve que le film le tease plutôt bien. Je sais pas si tu as fait attention, mais au fur et à mesure, on voit la façon dont les arbres sont coupés, certains décors et tout, c'est assez intelligent. Mais dans la mise en scène pure, jusqu'à la fin où il faut sauter dedans avec ça s'ouvre, ça se referme et tout, c'est nulos quoi. Enfin, c'est Netflix quoi. Et alors que film de plateforme. Et t'as ILM derrière, ouais. T'as les meilleurs en la matière. Ouais. Et tu fais un truc comme ça. Non, alors que comme tu disais, c'est que c'est quand ils commencent à le teaser, moi j'ai soufflé un peu du nez. Ouais. Sur le côté de quand ils se posent la question de comment ça a commencé. En fait, le rythme où ça va, c'est que tu vas avoir une première nuit où tout est normal encore. Gros éclair dans le ciel, grosse lumière blanche dehors. Il n'y a que le fils qui le voit. Ouais. Mais bon, il se passe rien, quoi. Il y a son chien qui aboie, qui arrête d'aboyer.
Et le lendemain, t'as le voisin qui vient les voir, le voisin qui est un peu chiant en plus, parce qu'il aime pas leur chien, et qui vient les voir en disant il y a vos gamins qui m'ont fait une grosse blague et tout, vous allez avoir des problèmes. Et t'as une belle ref à Spielberg du coup avec une espèce d'énorme tas de merde qui est là, sacré tas de merde, genre vraiment. Et tu comprends plus tard que c'est un truc qui a été plus ou moins téléporté là. Et pourquoi le premier truc téléporté est un tas de merde et pas un dino? Mais c'est rigolo. Et du coup, deuxième soir, là tout le monde du coup voit la lumière blanche parce que ça dure plus longtemps et tout. Mais tu comprends pas ce qui se passe à part. Et là, la montée est intéressante parce que juste, il fait plus chaud, il n'y a pas de bruit, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Et le truc qu'on voit pas les voisins, c'est intéressant. Tu le vois vite fait avec le voisin qui revient en face en train de courir là, mais t'as pas une panique morale qui s'installe et ça reste sur la famille. Ouais, ce passage-là est cool. Franchement, je trouve. C'est ça. Mais par contre, la résolution vient trop vite en fait sur le côté, mais où du coup tout le monde panique plus ou moins de qu'est-ce qu'on va devenir. Ouais. Et très vite, le gamin dit c'est les lumières blanches qui ont dû apporter les dinos. Et alors là, tout le monde dit mais oui, c'est ça, c'est un trou de verre. Ah ouais, je l'ai lu dans mon livre au lycée. Et ça prend 3 secondes. Ok, c'est du cinéma et j'entends qu'il faut faire avancer l'histoire, mais là c'est les lumières blanches. Oui. Et on va survivre. Oui, Dieu il pourvoira. Oui. Enfin, il y a la moitié qui pense ça. Ouais. Et du coup, déjà, tu te dis, ok. Moi, au fond de moi, j'étais là, putain, j'espère que ce sera pas ça quand même. Et tu le vois au loin, la lumière blanche et tout, tu dis, bon bah, écoute, allons-y. Et c'est presque plus intéressant de voir la lumière blanche au loin quand t'as un truc qui est, justement, un portail qui apparaît, que de voir le portail en lui-même, quoi. La première fois où c'est les parents qui le voient, tu sens qu'ils hésitent à y aller, etc. Et c'est devant eux, c'est une grosse boule bleue translucide qui donne chez eux. Et c'est un MacGuffin incroyable au final, ce truc. Et du coup ils reviendront, puis comme tu disais il y aura ce truc de il disparaît, il réapparaît plus tard, mais c'est pas intéressant quoi, comme résolution. Et en fait c'est tout le problème du truc, quoi. À quel point il y avait besoin de cette résolution là, ou à quel point tu fais venir tes dinosaures, parce que tout le trope du truc c'est ça, c'est que le quartier s'est téléporté à travers un trou de verre. Et pourquoi quand il y a un petit trou de verre qui réapparaît, du coup c'est que pour les humains. Tu vois, c'est que c'est comme les trucs sur le voyage dans le temps, quoi. Ils traitent le problème à moitié. Oui, totalement. Le quartier a pu apparaître, mais il y a des reliquats des fois de petits trucs. Alors que si tu commences à me l'expliquer, va au bout. Mais ça veut dire avoir un scientifique fou dans un petit quartier américain, et bon, c'est pas forcément le cas. Mais non, c'est pénible ce truc, parce que du coup, ça va être le but du film, de trouver déjà qu'ils retrouvent leurs enfants, qu'ils soient tous ensemble, qu'ils trouvent un trou de verre et qu'ils potentiellement retournent chez eux. Parce que le trou de verre ne peut ramener qu'en 1982. Oui. Ouais, ça fait beaucoup de suspension d'incrédulité quand même, tu vois. Ouais, puis en termes d'écriture, c'est trop facile, c'est trop simple, c'est trop déjà vu. Ouais, c'est dommage. C'est pénible, tu vois, même dans Retour vers le futur, ils se prennent plus la tête. Oui. J'étais persuadé qu'ils atterriraient dans le classique, mais il y aurait un truc un peu drôle, un peu divertissant, il y aura un vrai truc sur le... Mais non, ils réapparaissent juste 20 minutes avant, et puis ça les arrange bien. Et vraiment, à partir du moment où ils sortent du trou de verre, tous les 4 là, tout ce final, je trouve raté de fou, quoi. Vraiment, enfin... Je pense que c'est la scène ça a été rajouté, c'est pas possible, ou ça a été commandé que la fin soit comme ça. Ouais, parce que même une fois, du coup, que tu sais qu'il y a le truc, ils doivent retrouver leurs enfants, parce que l'autre est parti chercher son chien, l'autre est parti chercher son frère. Et ils trouvent du coup Janet à un moment qui est toute seule et qui a 4 lignes de dialogue, en gros. Ouais. Mais du coup, ils finissent par se retrouver. Et là, t'as la fameuse scène du coup avec le dinosaure, qui marche bien. Du coup, avec le... Je sais plus comment il s'appelle, mais lui, qui court et qui commence à chasser le garçon. Et t'as vraiment le truc où il manque de se faire bouffer. Ouais. T'as la daronne du coup qui fait diversion. Puis ensuite, c'est lui qui est... Ah non, après, il va courir après la daronne. Et vraiment, tu as peur pour elle. Mais tu dis, ça reste à... vu tout ce qu'on nous présente depuis le début, t'as eu le voisin qui se fait bouffer, mais comme dans Jurassic Park... C'est la conséquence du mec un peu lourd, un peu méchant qui se fait bouffer. Ouais. Ok. En plus, je me suis dit, bon, Anne Hathaway, forcément qu'elle va pas mourir là sur le porche. C'est bon, ce genre de film, on a l'habitude. Et c'est ça. Et tu vois Ewan McGregor qui arrive avec son gros marteau, il tape le dinosaure. Il lui faut un gros coup. Il faut un gros coup, un gros headshot et le truc tombe. Et tu dis, c'est fini. Déjà, vraiment, moi, toute la salle a commencé à rigoler ou souffler. Ouais. Et il va pour la sauver, le dinosaure se réveille, il arrache la jambe d'Ewan McGregor, il lui arrache la tête. Et là, j'étais là, là tu me racontes un truc. Ouais, moi aussi, pareil. Et là, la scène, elle est intéressante parce que t'as Anne Hathaway, du coup, qui est à 3 mètres du dino qui est en train de mastiquer son mec. Elle bouge plus. Elle bouge pas. Ouais, c'est ça, et tu vois, c'est intéressant. T'as les enfants qui sont de l'autre côté qui sont pareils.
Et le seul mécanique qu'elle a, c'est non, mais on rentre chez nous, et c'est là où t'as l'incendie, où ses enfants lui disent non, mais il y a le feu partout, quoi. Elle hurle sur son fils, en gros, et c'est tout son truc à elle qui ressort. De panique, ouais, normal, ouais. Et là, ça raconte un truc, ils arrivent chez eux, il y a tout le monde qui chiale dans son coin. Grave. Et du coup, t'as une vraie tension qui se met. Sauf que la conclusion de tout ce truc, c'est tout crame et tout. Pouvoir magique de... il y a le gros dino blanc là qui arrive, il manque de bouffer tout le monde, mais ça va, je lui ai foutu 3 coups de couteau, puis il a décidé de s'en aller. Parce que voilà. Et pouvoir magique, on voit qu'il y a quelqu'un sur la montagne qui fait des appels de phare, là. Ah non, pas qu'il fait des... Enfin, j'aurais cru que c'était des appels avec un miroir, mais non, c'est la fameuse boule... c'est le trou de verre, là. Et du coup, faut aller là-bas. Le chemin a l'air hyper galère pour y aller. T'as des barrières partout, et tu dis qu'il peut y avoir 1001 dinosaures. Mais non, petite ellipse. Du coup. Et ils arrivent, et même pareil, tu vois, encore dans la suspension, on arrive chez celle qui est la bibliothécaire. La bibliothécaire, elle a un manoir de zinzin, quoi. Je sais pas ce qu'il faisait son mec, mais elle a un truc, c'est genre le manoir en haut de la colline qui surplombe tout le quartier. Et j'ai eu un truc pendant un moment, je me disais, est-ce que c'est pas genre elle ou son mari ou quoi? Enfin, même pas son mari, on sait pas qui c'est, tu vois, il est pas personnifié. Ouais. Est-ce que c'est pas elle qui fait genre j'en sais rien, un portail magique, ou qui fait des expériences scientifiques, et presque un côté série B, tu vois, dans le truc, parce que, mais pourquoi elle a ce manoir? On saura pas pourquoi elle a ce manoir. Et c'est le climax, en fait, c'est le climax du film, ce truc. Le climax, c'est de monter sur le toit, de sauter, de tomber, de recommencer, et c'est bon. Et ça, c'était ton climax. Surtout qu'en termes de mise en scène, je trouve ça vraiment pas terrible. Dès qu'on arrive dans le manoir, c'est vraiment plus très inspiré. Le serpent, c'était sympa, mais après, là, les 3-4 les crocodiles à l'étage. Ensuite, le gamin qui tombe, c'est rigolo, mais les dinos volants, c'est pas non plus, voilà. Le chien qui arrive pile au bon moment, enfin, c'est pas terrible, vraiment, ce passage, je trouve. Ouais. Tu vois, presque quitte à aller au bout du truc, parce que quand Ewan McGregor, il meurt, c'est trash, tu vois qu'il se fait arracher une jambe, tu vois la jambe qui est coupée, qui pisse le sang, il se fait mâchouiller la tête. Pour du PG-13, carrément, ouais. Ouais, et quand il commence du coup à aller vers vers le château, là on va dire, vers le manoir, tu vois qu'il y a des corps sur le côté qui se font bouffer, donc t'as pas trop de sang et tout, mais le film il est méchant, tu vois, à ce moment-là. À quel moment tu peux pas sacrifier le gamin? Ou Janet, tu vois, j'en sais rien, ça sert à rien en soi dans le film, donc. Attends, j'en parle après, Janet, elle sert à quelque chose de très important, attends. Écoute, voilà, mais tu vois, à quel point tu sacrifies pas un des deux, ou même Anataoué, tu vois, j'en sais rien. Et genre, il saute et effectivement ça marche pas, à quel point il peut pas s'empaler, non, c'est gore, quoi, mais il peut pas s'empaler sur l'arbre en face, mais qui est une vraie conséquence, et parce que ça, c'est la malédiction de tous les films qui font du multivers et du trou de verre. Parce que la conséquence derrière, c'est qu'ils arrivent, ils se pètent la cheville au pire, mais ils arrivent à remonter, ils arrivent à sauter dans le trou de verre, ils arrivent, comme tu disais, 20 minutes avant. Et toute la fin du film, à quel point tu veux qu'on la spoil ou pas à la fin du film? Là on est full spoiler, vas-y, t'inquiète. Si, vas-y. Ils arrivent du coup ils arrivent dans la piscine d'une de leurs voisines qu'ils connaissent pas, mais c'est de mon quartier. Donc déjà merci, tu vois, ils arrivent au bon endroit. Ils voient c'est un tout petit peu plus loin du coup. C'est un tout petit peu au-delà des limites de ce qui avait été téléporté, je pense, non? C'est ça. Ouais, mais c'est plus haut et tu vois qu'ils arrivent à voir leur quartier, quoi. Ils reconnaissent en tout cas dès qu'ils sont sur la grande route où ils sont. C'est ça. Et ils voient l'heure et ils se rappellent que c'est à 11h05 que le truc se téléporte parce que les horloges étaient coupées au début du film. Et du coup, elle voit une cabine téléphonique et genre c'est trust me les enfants, je m'occupe de tout ça. Elle prend le téléphone, elle appelle quelqu'un, puis ils attendent. Et c'est Ewan McGregor qui arrive parce que justement il fait des livraisons de pizza. Et il court vers lui et c'est désolé, machin, on se retrouve. Pas tout, genre tout est pardonné quoi. Et lui il comprend rien forcément. Il est juste content de voir. Il se pose pas trop de questions non plus. C'est genre c'est sympa d'avoir attendu sous la pluie. Le quartier disparaît. Qu'est-ce que vous faites là? Et le quartier disparaît du coup effectivement au bon moment. Et il est remplacé par un bout du coup de préhistoire. Le truc qui s'est échangé en fait, qui a été swap. Parce que apparemment ça fonctionne comme ça. Et là t'as une ellipse de plusieurs mois. Et on t'explique en gros que quasiment toutes les personnes du quartier ont survécu à coup de témoignages parce que Anataoué, elle a réussi à appeler tout le monde. 2 ans, je crois, non? 2 ans, c'est. Ouais, tu me diras, elle a eu le temps de faire un livre qui soit publié et tout, donc. C'est l'anniversaire des 2 ans, ouais. C'est ça. Et du coup, elle raconte son truc et tout, et genre, c'est niant à la fin. Ah ouais, tu les vois tous dire, mais grâce à elle et tout, on a survécu, elle m'a appelé, j'ai su qu'il fallait bouger. Et tu sais pas si tout le quartier a survécu. Donc, non. On te dit pas qu'il y a un mémorial des gens qui sont morts. Il y a eu beaucoup de morts quand même, hein.
Puis elle a pas eu Ouais, le temps d'appeler tout le monde. Elle a mais appelé que les 4 personnes qu'on a vues dans le film, le on sait pas. voisin, la mamie et la bibliothécaire. Hein. Bah tu vois, on sait pas. Tu Ouais, vois, non, il y a c'est pas. vraiment ce côté de est-ce que pendant les 20 minutes elle a appelé tout le monde et du coup oui ok les darons dans les années 80 connaissaient les numéros de téléphone de tout le monde. Je remets pas ça en cause. Oui, Ça mais veut elle a dire pas que eu le là, temps, t'as puis en pleine absolument nuit, puis tout les le gens monde. ils ont pas dû la croire, puis il y a trop de gens quand T'imagines même. T'imagines, t'appelles, fais gaffe, il y a des dinos qui arrivent. Ok. Sors de la rue, monte dans la colline, il te reste qu'un quart d'heure pour le faire. Je sais pas, Et- enfin bref. Ou alors fallait nous le montrer, ou je sais pas, je trouve ça. Et du coup, C'est mal fait ce passage-là. l'ellipse, ça saute complètement tout ça. Tu vois, parce que t'aurais Ouais. pu t'arrêter au quartier qui est remplacé, et puis ok. Ça parle pas de qu'est-ce qu'ils ont fait des dinosaures, est-ce que c'est un risque. Ça Ouais, parle ouais. pas de, du Quel coup, dommage. de la Anataway des enfants de cet univers-là qui ont été téléportés. C'est Ils sont juste, morts. tout va bien, elle est devenue écrivaine. Lui, il a arrêté de boire quand même. Puis du coup, il parle un peu plus. Et tout le monde est Et puis heureux, là, ils quoi. ont une belle baraque de foot, du coup. Enfin. Bah, c'est une écrivaine à succès maintenant, du coup. Ouais, ils se sont ouais. mis bien. Lui, c'est plus un bully. Elle est pote avec Janet. Et puis, Et fin, quoi. Et surtout, alors je sais pas du tout si vous l'aviez vu ou pas, et je suis un peu retourné le voir une deuxième fois, en partie pour vérifier ces trucs, parce que j'avais l'impression d'être un peu fou avec ça. Je me suis dit, mais non, c'est moi qui ai rêvé. Mais j'ai vu que Déborah de Écran Large avait vu la même chose que moi, donc bon, je suis pas seul. Ok. Surtout, c'est qu'à la toute fin, il y a donc sur le dernier ou l'avant-dernier plan du film, lorsqu'ils font un barbecue dans leur nouvelle super baraque et leur nouvelle vie, il y a, accrochez-vous bien, 2 Janet, puisque lorsque Janet est retournée voir, elle, rapidement en 20 minutes, sa famille pour les prévenir, forcément, elle est tombée aussi sur sa Janet de 20 minutes avant, et donc C'est elle l'a intéressant. prévenue aussi. Et donc, à la fin, dans le barbecue, il y a un double de Janet de 20 minutes plus tôt, enfin de 2 jours plus tôt, Ouais. du coup, qu'elle a réussi à sauver aussi. Voilà. Et j'ai pas, c'est pas moi qui. C'est très rapide, hein, vraiment. Hein. En plus, c'est à travers une espèce de baie vitrée, là, de l'intérieur du bâtiment jusqu'à l'extérieur, vu on les voit sur le barbecue. Mais il y a bien une Janet qui est dans les bras de Audrey, et une autre qui est avec sa famille et qui arrive pour rentrer dans le barbecue. Et donc il y a tout cet aspect-là, je me dis, mais en termes d'écriture, c'est pas suffisant, c'est pas, il y a un manqué, il y a quelque chose qui va pas, il y a des scènes qu'on n'a pas eues ou qui ont été écrites et qui ont été foutues à la poubelle, c'est pas possible, c'est pas suffisant, enfin. Ce que j'ai, c'est sur le côté, tu sens qu'il y avait un. Ça donne l'impression qu'on lui a dit, en gros, le film devra finir comme ça. Il faut qu'il y ait un happy ending à minima. Ouais, mais pas à ce point-là, enfin ouais. Ah bah là, il est vénère hein, quand même le happy ending, genre tout va bien à la fin. Ouais. Mais c'est parce que même c'est un film qui est court au final, tu vois, il fait 1h40, un peu moins d'1h40 en gros. Avec les crédits, donc ça fait 1h35 le film, ouais. C'est rapide, alors que c'est un mec qui aime bien prendre son temps. Genre Ouais. comment il a fait que grimper dans sa filmo, à chaque fois il te follow c'était 2h, Under the Silver Lake c'est un peu plus de 2h20. Ouais. Et là 1h39 avec avec toutes les portes qui s'ouvrent, bah comme ce qu'on disait, le geyser, l'incendie, le fait que le gamin soit bully, elle qui vient d'une école privée de son tamponne en fait religion. pendant le film. Ouais, la religion, putain, c'est abordé 2 fois au final avec elle et aussi avec le père. Et rien. Et du coup, vraiment, tout est résolu en. Je sais, ça dure quoi, 10 minutes au final la conclusion. Ouais, Et tu vois, ça je pense, prend. Et c'est presque long. Tu vois, pour une conclusion sur un film de 1h35, ils Ouais. prennent 10 minutes à du coup sauver le monde. C'est qui. C'est le film, c'est pas ce qu'il raconte. Il sait pas Ouais, s'il c'est doit ça. raconter les dinosaures, s'ils doivent sauver le quartier. Et en même temps, pourquoi il sauverait le quartier? Tu vois, d'un côté en allant dans le futur, parce que tu ne vois jamais les gens du quartier. On ne voit jamais les gens du quartier à part le voisin qui est un peu chiant. Et Janet, Ouais. du coup, mais qui est la nouvelle, du coup, ils la connaissent, mais ils connaissent pas ses parents, peut-être zéro attache. Et à part la fête du quartier du début, le seul truc qu'on te montre, c'est que la gamine, elle est moyennement pote avec son autre copine parce qu'elle a pas de mec. Le garçon, il a vite fait 3 potes, mais il va se L'autre péter copine la qui est gueule. sauvée et qui est dans les bras de Brian, du coup, à la fin au barbecue aussi. Ah ouais, putain, j'ai même pas fait gaffe qu'elle était au barbecue. Bon, tu verras si tu le revois, mais bon, bref, ouais. Et tu vois, il y a un côté de. Oh, tu vois quelques personnages, mais tu vois pas d'attache ou quoi, donc pourquoi ils sauveraient le quartier et d'un côté, le film leur laisse pas le choix? Enfin, leur laisse pas le choix. C'est que elle, au final, prend la peine de sauver 2-3 personnes et elle sauve son voisin alors que c'est un connard fini. Elle avait dit qu'elle. Oui, en plus ils se détestent tous Mais les oui. deux au départ là. Enfin, ouais. Bah, elle lui dit littéralement, genre, mon mari il est gentil, mais si c'est encore moi, je te crame ta baraque si tu me fais chier. Et du En coup, plus, la tu conclusion- vois, elle lui dit je te crame ta baraque. Il y a tout qui brûle et tout. Tu vois, en termes d'écriture, il y avait plein de je pistes. sais pas.
Et c'est ça en fait, c'est que c'est vraiment jusqu'à ce que Ewan McGregor meure, tu te dis qu'il y a des trucs qui sont un peu qui sont cucul à praline, qui font très Spielberg, etc. comme on a dit. Mais dans le dramatique, il sait filmer et il sait raconter un truc avec de l'image. Tu vois, le fait qu'elle bouge pas, qu'elle parle pas, qu'elle hurle sur son fils, les montrer chacun dans leur chambre, lui, le gamin qui est tout seul, qui est pas avec sa mère, elle qui est devant l'escalier du coup avec son livre qui engloutit, qui regarde en fait la photo. Enfin là, il raconte des trucs. Tu vois, et c'est tout le propre du cinéma. Tu vois, c'est le montage, c'est montrer sans raconter. Et puis derrière, putain, ils en remettent des tartines parce que la fin, c'est plus du tout ça. Hein. C'est, on va te mettre des tartines à raconter tout ça. On va passer par un JT parce que flemme de raconter. Tu vois, c'est l'équivalent d'une voix off au final. Genre, 2 ans plus tard, elle a sauvé tout le monde. Et puis les militaires qui ont du coup tué certains dinos et qu'on en capturé d'autres et ça c'est trop peu, c'est trop rapide. Moi je suis peut-être un peu trop écolo, animaux et tout, mais vous pouvez pas juste, c'est pas suffisant là, les 3 scènes du JT, c'est nul, vraiment. Quel dommage dans ce que tu veux raconter aussi, enfin je sais pas. Même sur le feu, je me suis à un moment sur l'incendie, je me suis dit classique truc de science-fiction, de loupe temporelle et tout, mais je me suis dit ça se trouve, voilà, la résolution ça va être de nous dire que c'est de la faute du personnage de Nise. Si les dinosaures sont morts, c'est elle qui les a tous brûlés. Tu sais, je sais pas quelle. Bah tu vois, enfin c'est facile, mais pourquoi pas, tu vois. Mais là, la conclusion, elle est vraiment trop... Bon, en fait, non, mais c'est rien. Cette petite parcelle, elle a été... En 3-4 jours, les militaires, ils ont soit tué les dinos, soit capturé, et puis point barre. C'est ouf, vraiment. Ah, c'est ça, il y a plus de problème, tranquille. Oh alors que, je sais pas, presque genre la famille Pierre à Feu, qu'ils aient un dino domestique, tu vois, j'en sais rien, mais... Parce qu'il te montre qu'il peut être absurde aussi dans le film. Parce que t'as cette scène, du coup, quand Non, ils ont trouvé les gamins, mais du coup, ils cherchent un chemin pour rentrer chez eux, là, le sécuriser. Au final, ils vont tomber sur 2 brachiosaures qui sont en train de ken sur une maison. Et la scène dure genre vraiment 2 ou 3 minutes. Où tu les vois et ils sont morts de rire. Et c'est rigolo. Moi, je trouve que ça n'avait rien à foutre dans ce film parce que c'est quasi la seule scène qui est un peu Sam Raimesque au final. Oui. Et tu dis, ok. Et en même temps, tu vois le mari, Ewan McGregor, se fait arracher la jambe et grignoter plus tard. Tu dis, ok. Donc il y a un truc de, on va vers un peu plus du gore, un peu plus du pâteau comme ça. Et à la fin, non, on revient sur un truc très... pas gnangnan, encore une fois. Non, mais tout va bien. Ouais, mais à ce point-là, quand même, j'ai rarement vu ça, je pense. C'est l'échec, c'est... J'étais pas une bonne séance, en plus, c'est le genre de séance où tout le monde est sur son téléphone et tout le monde parle et tout. En même temps, je me dis, vous intéressez pas les gens, les gens parlent. Et genre, vraiment, le côté, quand t'as le moment de barbecue, t'as vraiment une rangée entière qui a fait... Oh là là. C'est significatif, quoi, tu vois, c'est... Alors que c'était une avant-première, tu vois, c'est des gens qui savent ce qu'ils vont voir, quoi, potentiellement. Ouais. Alors, c'était... Cette fin, elle est décevante. Et du coup, voilà, maintenant qu'il y a les éléments, c'est le message envoyé sur Anataoué, mais il est nul. Moi, c'est vraiment ce qui me dérange le plus, ouais. Et tu vois qu'elle tenait à lui, parce que oui, le mec, il se fait bouffer devant ses yeux, donc bien sûr qu'elle a des regrets et tout, et ça, c'est intéressant. Ouais. Et revient dans le passé, ça... mais c'est tout le côté scientifique qui marche pas, en fait. C'est que ça t'explore pas le côté de, tu peux pas rencontrer ton double, et truc qu'on te bassine dans plein d'autres films comme ça. Ouais. Et là, du coup, c'est que elle, en gros, s'excuse. Alors, ok, elle devient quand même écrivaine, mais tu sens qu'il n'y a pas eu une remise en question de ouf, quoi. C'est... Du coup, comme elle est devenue écrivaine, lui, il a plus besoin de faire ses toffes à la con. Apparemment, il boit plus, parce qu'il a l'air gentil, mais en tout cas, tout va bien, ils sont tous ensemble. Ouais. La résolution, ça vient de son, entre guillemets, de son abnégation à elle. Ouais, je sais pas. Ouais, pour un film qui, avec autant de vraiment, je force, mais autant de photos de mariage et autant de cette thématique qui est là en toile de fond, c'est un sacré loupé. Et t'imagines, alors là, on va peut-être un peu loin dans la réflexion. T'imagines le trauma pour le personnage de Denise quand même. Là, on te dit, elle a sauvé tout le monde et tout, mais elle a, à mon avis, du coup, pris la décision de se laisser mourir, elle et ses enfants, quand même, tu sais. Elle a appelé que Greg, là. Tu vois, tu peux raconter un film complet rien qu'avec ça, quoi. Enfin, je sais pas. Putain, c'est fou. Tu vois, je sais pas comment tu finis un film comme ça, parce que il y a... Ou si tu fais pas les trous de verre, en fait, de pourquoi il y a des dinos qui arrivent ou quoi. Il y a le côté à quel point t'avais besoin de justifier le truc, tu vois, à quel point t'assumes pas juste de dire, il y a des dinos. Parce que t'es dans une banlieue américaine, à quel point t'as besoin de justifier ça? Parce que c'est...
tu vois, c'est presque de la série B, mais de se dire, nous, dans notre quotidien, t'habites en banlieue, il y a un dinosaure qui arrive, bah ton quotidien, ton immédiat, ça va être de survivre et de t'en aller et de protéger tes proches, quoi. Tu vas pas chercher à savoir d'où il vient le dino. Donc à quel point dans ce film-là, t'as besoin de tout justifier comme ça, et du coup de trouver une résolution. Tu vois, le coup qui est cette résolution absolue comme ça à la fin, c'est que t'as pas compris ce que tu racontes ou les inspirations que tu cites au début. Totalement. On est d'accord. Et c'est dommage parce que moi vraiment c'est ce que je disais quand tu m'avais demandé là pour quel podcast on pourrait faire, je dis franchement il y a Oak Street mais les yeux fermés avant de le voir ou quoi parce que vraiment It Follows c'est je sais pas à quel point il est dans mes tops de films et j'aime énormément ce film en tout cas c'est celui que je recommande à chaque fois à des gens qui aiment pas l'horreur en disant mais fonce, tu vois il est terrifiant mais en même temps il est pas gore mais t'as tout ce qu'il faut dedans. Under the Silver Lake mais c'est ça. Under the Silver Lake, c'est comme tu sais, il s'est fait bâcher. Enfin, c'est pas même pas qu'il s'est fait bâcher en fait, c'est juste personne n'y allait, il a été enlevé des salles très très vite quoi. Au bout de 2 semaines, il y était plus. Mais c'est une espèce de. C'est le Paul Thomas Anderson qui a raté en fait un petit peu ce film-là, tu vois. Il avait tout le potentiel pour être dans cette ligne-là de. Un peu de David Lynch et un peu de Anderson et un peu de tous ces mecs-là là. Ouais. Un peu presque, il y a du Chinatown même dans le film, il racontait quelque chose sur l'Amérique sur ce film-là. Et il y avait une patte quoi, tu vois, il montait en puissance en termes de même en termes de budget, en termes de ce qu'il raconte, en termes de durée. Il a des acteurs qui sont plus reconnus, tu vois, c'était Andrew Garfield, c'était en 2018 mais il avait déjà fait Spider-Man, tu vois, donc c'était quand même, tu peux le mettre en tête d'affiche et tu sais que ça ramène des gens. Là où It Follows, elle était pas connue encore. Oui. Et ouais, du coup, moi je m'attendais à un truc, tu vois. C'est un mec qui raconte c'est presque le côté descendant de David Lynch, toute proportion gardée, sur comment tu racontes l'Amérique, comment tu racontes les banlieues et comment... Oui. En fait, c'est ça, c'est comment tu cites les années 80 sans les citer, comment tu montres ce que c'est de grandir dans ces époques-là. Mais au final, ça peut parfaitement être dans les années 2010, parce que t'as pas trop de téléphone, t'as pas trop de trucs. Ouais. Et comment il te montre en fait, genre cette espèce de rêve américain décrépit, il n'existe plus, quoi. Il n'existe plus depuis déjà longtemps, en fait. Ouais. Et maintenant, ce qui reste dans It Follows, ce qui est resté, c'est ça peut être une des interprétations, mais cette figure qui te suit, est-ce que c'est pas cette espèce de mais si, totalement de fantôme de transmission ou quoi. T'avais tous les trucs de MST qui étaient évoqués, mais c'est une des lectures, mais tu vois, t'as ce truc là. Under the Silver Lake, c'est comment comprendre un grand mystère avec la pop culture. Et les mecs voient des indices partout, et au final, la résolution, c'est que c'est juste, on lui dit, ouais, en fait, c'est ça. Et c'est archi décevant, tu vois, c'est même pour le personnage, ça ne le remplit pas du tout d'avoir cette résolution. Ouais. Et ça, c'est intéressant, du coup, ça raconte un truc. Et c'est moins compliqué que ce que Lynch faisait, tu vois, avec un Mulholland Drive, où c'est beaucoup plus énigmatique et beaucoup plus dans... On te demande de comprendre un truc qui est incompréhensible. Mais du coup, c'est un truc qui, justement, il copie pas David Lynch, il s'en fait son propre truc. Et c'est archi intéressant. Et là, putain, il fait un truc qui est vraiment, qui atterrit nulle part proche de ces trucs-là. Si tu et qui est à l'inverse de tout ce qui nous avait... exactement, qui est à l'inverse de tout ce qui nous avait... ce à quoi il nous avait habitués. C'est ça qui me surprend et qui me déçoit vraiment beaucoup, quoi. Ah, c'est ça, parce que on te prend par la main et on te... Pardon. Le seul truc qu'on reconnaîtrait de ces films d'avant, c'est que t'as quand même ce truc de poursuite, où à chaque fois t'as ce truc de déplacement dans tous ces films, et là, bah oui, il se déplace pour survivre. Ouais. Et c'est tout, tu vois, à la limite. Oui, c'est de la banlieue américaine, mais là, c'est de la banlieue qui cite un petit peu. T'as un collectif un peu comme dans It Follows, tu vois, ils sont un peu tous ensemble. Mais là, en fait, c'est ça, c'est que la poursuite, comparée à It Follows, par exemple, c'est It Follows, tu sais pas ce qui te suit. Enfin, si c'est une entité au loin, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et il y a que toi qui la vois, les autres la voient pas, donc ils peuvent pas vraiment t'aider. Ouais. Dans American Sleepover, au final, ils cherchent des gens, ils mettent du temps à les trouver, et pareil, la résolution est pas du tout satisfaisante pour eux. Et là, en fait, la poursuite, dès le début, tu sais ce que c'est, en fait, ils sont poursuivis par des dinosaures. Donc à quel point c'était une bonne idée de montrer le monstre, quoi, tu vois, c'est le truc des films d'horreur en soi, ça, à chaque fois. Ouais. Mais tout ce qui faisait qu'il était bon avant, et même le fait de prendre son temps, là, ça y est pas. Et justement, quand il prend son temps dans le film, ça marche bien. C'est les scènes un peu dramatiques, quoi. Et je dis ça, pardon, je fais ma loborée, là. J'allais dire, et même sur les scènes un peu plus d'action horrifique, quand ils sont, par exemple, Ewan McGregor et Anna Thaoué, juste tous les deux,
et qui a... Je suis nul dans mon dinosaure, mais grand dinosaure avec la crête là, qui manque de les bouffer, où il se réfugie dans la voiture, qui va se faire encastrer dans la maison là. Elle marche bien cette scène, t'as vraiment peur parce que le dino il est méchant quoi là, le mari il est nul, il arrive pas à réagir et elle est en panique, elle lui hurle dessus. Le dino il les tape, il les encastre, il arrache la portière en une seconde, il manque de bouffer à Nataway et ça marche bien. Tu vois, cette séquence là marche très très bien pour le coup, alors que c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Mais c'est vrai. Le propos général marche pas quoi en fait. C'est qu'il y a plein de petits bouts qui sont ok, mais l'ensemble il marche pas. Et surtout, je me dis, on va pas. Voilà, c'est trop facile de réécrire et d'imaginer et si ceci et si cela, mais pour rester juste sur l'aspect de la fin en elle-même et de ce qu'on aurait pu attendre d'un réalisateur et d'un scénariste comme ça. Je me dis, tu prends exactement le même film, tu gardes cette patte en blanc, si tu veux tout ça, voilà. Et jusqu'à la mort du père, tu gardes la même chose, tu vires juste les aspects les trous de verre, tu les retires totalement. Et d'un seul coup, un peu après la scène du serpent, là où ils se disent on monte sur le toit pour voir, machin, tu vois, il y a le feu, c'est la panique, tout le monde baisse les bras. Et là, d'un seul coup, il y a un déclic, il y a de nouveau un éclair dans le ciel, machin, là. Et là, tu reviens de nos jours, et en fait... il y a que eux trois qui ont vécu ce truc-là. T'imagines un peu ce genre de... Tu vois, en termes d'écriture... Et voilà, en termes d'écriture, tu peux raconter tellement... Là, elle peut réécrire son livre. Là, lui, il est mort et elle le regrette quand même. Et en même temps, elle se sent mieux, peut-être, j'en sais rien. Enfin, tu vois, là, tu peux écrire des trucs. Et tu vois, et tu peux boucler les boucles d'écriture de Audrey et Jeannette. Et surtout du fils Bouli, puis Bouli, machin, pourquoi et tout. Et là, tu peux te permettre de faire 10 minutes où chacun a sa conclusion. Et surtout, voilà, tu peux vraiment finir comme il faut, je trouve, avec le personnage de la maman et de tout ce travail sur le mariage, le divorce, machin et tout. Et tout simplement, t'as pas besoin d'avoir des portails de Doctor Strange et cette fin claquée de trucs de concepts de science-fiction qui vont beaucoup trop vite comme ça. Voilà, vraiment la double Jeannette, je suis désolé, je m'en remets pas, mais typiquement, voilà, tout simplement et efficacement, je pense, pour garder ton 1h30 de film et en ayant une fin qui, selon moi, aurait pu être beaucoup plus satisfaisante pour tout le monde, quoi. Voilà, bref. Bah, c'est... Oui. Tu as voyé tout ça. Tout simplement, je pense. Mais... En fait, c'est ça, c'est que c'est foncièrement pas un mauvais film, parce que tu peux en tirer des trucs quand même. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est dommage, quand il va pour le réalisateur, qu'est-ce que c'est dommage. Parce que moi, c'est ça, c'est que la conclusion, si tu te dis que ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre, et vraiment, en fait, je pense que ça aurait vraiment pu être fait par Abrams, ça m'aurait pas choqué. Tu vois, vu que quand même Abrams peut avoir des idées quand même de réalisation, même si ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Là, c'est... Tu sens pas la patte du mec, quoi, donc... Écoute, ça se trouve, on apprendra... Je serais pas étonné qu'on apprenne des trucs plus tard, ou qu'au pire, justement, il repasse sur des follow et ça fonctionne, et puis on le revoit plus jamais sur des films comme ça. Mais pitié, tu vois. Mais c'est que ça me fait penser un peu à la trajectoire, toute proportion gardée, d'un Neil Blomkamp, un petit peu. Oula, alors j'aimais beaucoup avant. Et il a d'autres problèmes maintenant, donc c'est... Voilà. Mais au moins, sur ses 3 premiers films, tu vois, il fait Chappie, produit par Peter Jackson et tout. Ouais. Non, il fait pas Chappie, il fait District 9, d'abord. Oui. Et du coup, produit par Peter Jackson et tout, c'est bien. Tu vois, ça raconte un vrai truc. Chappie, tu vois que le mec commence à avoir un truc avec tout ce qui est... l'armement, les armures, les robots et tout. Mais vas-y, ça raconte un truc, c'est pas inintéressant. Elysium, du coup, le 3e. Et tu vois, il y a un truc cohérent avec tous ces films et tout, puis c'est toujours l'Afrique du Sud qui représente. Le mec disparaît des radars. Il n'arrive pas à faire, c'est Robocop et Alien où il a pas été pris. Et une fois que t'apprends plus de trucs, bah tant mieux en fait, ces idées c'était pas folle. Il fait autre studio, tu vois, il essaie de se relancer, mais le mec disparaît et après fait des films de commande. Il avait fait un film d'horreur tout nul, là je sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'était Hérésie. Il avait fait un film Covid entre potes, un tout petit budget là. Qui mélangeait de la techno justement de jeux vidéo et de films mélangés, qui n'était pas terrible du tout. Ouais. Ah, c'est ça. Après, on l'a pris pour Gran Turismo. Ouais. Là, on apprend qu'il a fait un court-métrage en full IA. Enfin, bref. Donc, le mec a d'autres problèmes, effectivement. Mais tu vois, il avait ce côté de 3 films où tu voyais clairement que c'était lui. Genre, il y avait zéro doute que c'était lui. Et le mec revient avec Gran Turismo. Parce que oui, ok, il faut de l'argent. Après une traversée du désert de pareil, tu vois, ça devait être 8-9 ans aussi, lui. Parce qu'il y a au-dessus et au milieu, mais ça dure un bon moment entre Elysium et Gran Turismo.
Putain, j'espère qu'il a... Il a Day Follow qui est annoncé, donc tu vois, ça a pas l'air d'être le même truc. Mais t'avais un côté de trajectoire pareil, tu vois, 3 films qui fonctionnent bien, alors que le mec prend son temps. Et encore, donc, qui fonctionnent bien, non, mais qui fonctionnent bien en termes artistiques, en tout cas. Parce que je crois qu'American Sleepover, ça a rapporté quelque chose comme 60 000 balles, donc c'est vraiment ridicule. Et là, c'est... Je suis content qu'il y ait des follow qui arrivent. J'attends de voir, du coup, à quel point ça sera la suite et à quel point il s'est pas fait passer à la moulinette de... Bon, je sais même pas qui produit, du coup, donc tant mieux, tu me diras. Et j'espère que c'est pas Bad Robot, du coup. Mais tu vois, si c'est A24, ah non, je pense pas. Hein. Oui, je suis quasi sûr. Hein. À vérifier, mais je suis quasi sûr que ça reste A24. Mais ouais, tu vois, moi, la conclusion presque de tout ça, c'est putain, c'est dommage. Quoi. Qu'est-ce que c'est dommage. On est d'accord. Et à l'inverse, tout à l'heure, je mentionnais David Lowery pour contrebalancer avec Neil Blomkamp, mais par rapport à Mother Mary à Hathaway. Et lui, je trouve qu'à l'inverse, il arrive vraiment bien à doser une carrière de un pour eux, un pour moi, quoi. Il y a des vrais films d'auteurs qui ont sa patte, et en même temps, de temps en temps, là, il était sur un des projets Star Wars il y a pas très longtemps en série. Il a fait un Peter Pan et Wendy, il a fait un comment c'était, Pete's Dragon. Il arrive, je trouve, plutôt bien quand même à doser de temps en temps, sans vendre son âme au diable, quand même à faire un peu de studio pour peut-être se permettre de se faire financer des vrais projets d'auteurs en parallèle, quoi, tu vois. Ouais, et alors que les mecs ont quasiment la même trajectoire et à peu près le même âge, et je pense que c'est pas idiot de les comparer, je pense, tu vois. Non, c'est ça, il a un poil plus jeune à la limite, Laurie, tu vois, mais vite fait. Ouais. Mais tu vois, Laurie, je trouve qu'on sent plus sa patte sur le Peter Pan et Wendy et sur Pete's Dragon. Oui, c'est vrai. Tu sens qu'il essaie de faire un petit truc, et oui, il y a un cahier des charges, mais en même temps, c'est Disney, donc oui. Ouais. Tu vois, là, il n'y a pas de cahier des charges. Tu dis qu'il n'y a pas de cahier des charges, normalement, ça reste un film original, mais t'as le cahier des charges de Bad Robots. Ouais, mais comme tu dis, David Lowery, ça lui permet ça lui a permis de faire, après Pete's Dragon, il a fait Ghost Story, Green Knight et All Man and Again. Il fait Peter Pan et Wendy, mais derrière, il fait Mother Mary, il pourra faire Pour Claire, là, l'année prochaine. Ouais. Donc oui, si c'est que ça, oui, mais il y a un côté pas gâchis ou un peu incompris. Des deux en soi, parce que Laurie, il a galéré des fois. Ghost Story, ça n'a pas été non plus un grand succès. Ouais. Mais le côté un poil gâchis des réalisateurs indépendants de la fin des années 2000, début 2010, qui ont précédé un tout petit peu les Ari Aster, les Robert Eggers, les mecs qui vont exploser derrière avec A24, et qui ont pas réussi à convertir niveau financier, tu vois. Oui. Et fait chier, quoi, tu vois. Et Laurie continue de fonctionner, donc tant mieux. Puis lui, comment ça s'appelle, David Robert Mitchell aussi. Mais il y a un côté, putain, pourquoi ils ont pas plus pété que ça, quoi, et avoir, tu vois, pas être obligé de faire un truc comme ça. Parce que moi, je n'arriverais pas à m'enlever de la tête qu'il y a un côté, il a été un peu obligé de faire certaines choses sur ce film-là. Et on lui a proposé le truc en disant, ok, oui, on te laissera faire 2-3 trucs, 2-3 plans un peu chelous, mais par contre, le plan du film, c'est ça, quoi. Tu seras le scénariste, y a pas de souci. Mais par contre, ça se passe comme ça, la musique, ça sera comme ça. Je refuse de croire que c'est lui qui est allé chercher ce compositeur. Et puis bonne chance, quoi, tu fais le film avec ça. Ouais. Et mais je suis persuadé qu'on en reparle pour, à mon avis, d'ici à peu près un an, je pense, lors de Zai Follow, mais je suis sûr que déjà d'ici là, on en apprendra davantage sur ce qui s'est passé, et ouais, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on va apprendre assez rapidement sur des trucs de tournage, des problématiques, tout ça. Ça me semble assez évident quand même. C'est ça. Et avec un peu de chance, ça peut faire des bons bonus, tu vois, sur un DVD, sur un Blu-ray. Ouais, ça dépend du genre de problématique. Mais... ouais. Si on apprend que toutes les 10 dernières minutes, comme tu dis, sont réalisées par quelqu'un d'autre ou quoi, souvent ça tue. C'est pas forcément dans les bonus qu'on apprend ça, mais bon. Si on apprend un jour qu'il y a un director's cut, bah voilà. Tu vois, ça, je veux le voir. Ouais. Carrément. On réévaluera le film à ce moment-là, et de toute façon on attend avec vraiment s'il n'y avait pas le projet Zai Follow derrière, j'avoue que je serais pas très bien là, mais en fait je suis rassuré, tu vois, je me dis quand même, ça se trouve on va rire, ça se trouve l'année prochaine on rigolera parce que Zai Follow ce sera mortel, et on aura appris que voilà, Oak Street c'était à moitié réalisé par Abrams, puis ça nous fera rigoler, puis c'est tout, tu vois, c'est pas grave. Et il aura fait un film de dinosaures, tu vois, puis voilà. C'est rigolo dans une filmographie, quoi. C'est ça, on est d'accord. Si c'était la façon pour lui de revenir quasiment 10 ans plus tard, et des fois dans ce milieu de fou là, à mon avis, pourquoi pas, hein, franchement. C'est ça, c'est vraiment ça.
Et puis vraiment, enfin, et moi je finis là-dessus quand même, mais encore une fois, j'avoue clairement et je le redis, il y avait aussi vraiment de l'attente de ma part et ce nom qui était à raccoler à ce projet. Tu m'aurais proposé exactement le même film avec quelqu'un que je ne connaissais pas à la mise en scène. J'avoue, j'aurais peut-être mis 0,5 de plus sur mon foutu Letterboxd. Hein, j'avoue, voilà, il y a l'attente aussi liée au nom du réel, hein, vraiment. Oui, puis ça, avec ce qu'on disait, c'est la projection du truc. Ouais, moi, je pense que ça aurait pas été lui, je sais pas si je l'aurais vu au cinéma. Ouais, ça reste l'été, c'est un moment où il y a des films et tout, mais je serais pas allé Day One, en tout cas, comme j'ai fait là avec l'avant-première. Ouais. Et ben, on peut se laisser là-dessus, du coup, à moins que tu avais quelque chose à rajouter, peut-être, mais... Non, ça fait un bon petit tour de tout ce qu'il y avait à dire, quoi, comme ça. Ouais, ça je pense, ouais. Merci beaucoup, et merci à toutes et à tous. On se retrouve prochainement pour Undertone, c'est sûr, à mon avis en septembre. Pour maintenant, j'ai 2-3 autres projets, on va voir ce que je passe en avant ou non. Presque de ton côté, pour finir, tu veux parler de quelque chose que tu prépares, ou sur lequel tu travailles peut-être, ou tu viens de sortir, ou quelque chose ? C'est beaucoup de choses dont je peux pas parler en ce moment, mais okay. Tu disais en soi, je suis en train de travailler sur un livre pour faire d'Edition qui sortira l'année prochaine. Cool. Donc il y a du temps d'ici là, mais je te redirai d'ici là. Pas trop d'actu tout de suite. C'est l'été, on profite. Chouette, t'as bien raison. Et puis la porte est ouverte, hein. Tu reviens. Je mentionnais Zayfollow, mais tu reviens quand tu veux, bien évidemment, dès qu'il y a un film, un sujet, une série, quelque chose. Alors oui, en octobre, on reparlera du jeu Control. Et du jeu Silent Hill, donc par exemple si tu as envie ou sur d'autres sujets, n'hésite pas surtout. Avec plaisir. Quitte à rester dans le jeu vidéo, il y a Resident Evil qui sort en septembre, le film. Grave, j'en reparlerai aussi forcément, ouais, c'est sûr. Ouais. Une de mes grosses attentes de l'année aussi, hein, bien évidemment. Oui, clairement. Et ben merci beaucoup Julien, et merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt. Salut. À bientôt.